Bonjour et bienvenue à tous sur l'Ex-Radio à Casablanca 99.2 et à Rabat 105.4. Avec ou sans Paris, votre émission Les Débats Politiques débute avec comme thème comment le RNI parle du RNI avec un point d'interrogation. Pour ce débat, nous accueillons 4 représentants du RNI, donc le parti du Rassemblement National des Indépendants, avec Jalila Morsli qui est député, Younes Abchir qui est membre au bureau politique, Yassine El Bahlouli qui lui est membre au Conseil national, Khalid Badou qui lui est vice-président de l'Alliance des indépendants, à savoir l'ADI, et parmi nous également, et qui prendra part au débat, Hassan Alaoui, journaliste politique au titre de presse Finance News. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation au débat du jour, dont le thème est, je le rappelle, comment le RNI parle du RNI, l'édito, et on en parle ou on en débat juste après. Dans le cadre d'un cycle de débats ayant pour objet de donner la parole à différents membres d'un même parti politique, après le PAM, le parti Authenticité et Modernité, place au RNI, le parti du Rassemblement National des Indépendants, afin de parler de lui avec la langue de son choix. Avant toute chose, il est bon de rappeler que le RNI a été créé à la fin des années 70, en octobre 1978 pour être plus précise, par un homme, Ahmed Osman, pour faire émerger de nouveaux visages dans le paysage politique national. Précision de taille, vous comprendrez plus tard. Poursuivons. C'est donc sous la houlette de Ahmed Osman, également gendre du roi Hassan II, que le RNI va participer à la quasi-totalité des gouvernements de 1980 à ce jour. Du coup, on doit au parti de la Colombe les avancées du pays à tout point de vue, mais aussi les stagnations, voire les éventuels reculs, en clair, les bons et mauvais points qui peuvent légitimement être adressés à ce parti. Et oui, à l'ère de la reddition des comptes, il est de rigueur et de circonstance de demander des comptes à celles et ceux qui ont eu la responsabilité de gouverner le pays. Certes, la spécificité de notre mode de scrutin ne permet pas à un parti seul de diriger, mais lorsque l'on a co-dirigé pendant près d'un demi-siècle la nation, on ne peut pas faire l'économie d'un bilan. Y compris un premier bilan politique de la participation du parti à la majorité actuelle, majorité quelque peu inédite et quelque part inenvisageable il y a encore quelques mois. Comme quoi, en politique, il faut dorénavant admettre que tout devient possible, y compris l'impossible, et que l'impossible est rendu possible, semble-t-il, en fonction des intérêts du moment, ou selon les intérêts des personnes, c'est selon. Bref, aujourd'hui le RNI est aux affaires et pilote pas moins de 7 ministères et non des moindres. Du portefeuille de l'économie et des finances en passant par le commerce, l'industrie, l'investissement, l'économie numérique, les petites et moyennes entreprises, les affaires étrangères ou encore la migration. En clair, tout ce qui constitue les challenges à relever par notre pays, tant sur le plan financier que sur le volet économique, ou comment arriver à équilibrer les comptes de l'État sans déséquilibrer la sphère économique, ou comment relancer l'économie sans relance budgétaire, là aussi, c'est selon. Espérons que le RNI sera en capacité de faire ce qui doit être fait et qui n'a jamais été fait, y compris par ceux qui devaient faire et qui n'ont pas fait ce qui devait être fait, et que du coup, tout reste à faire. Et quoi de mieux que d'écouter le RNI pour savoir comment il compte s'y prendre pour faire ce qui reste à faire. Avec ou sans parure, le débat est ouvert. Jalila Morsli, je rappelle que vous êtes député au RNI. Donc le parti du Rassemblement National des Indépendants. Je pense que ça serait pas mal que vous régliez votre micro pour qu'on entende Jalila Morsli nous parler ou commenter l'édito ou nous parler du RNI. Votre appréciation. Est-ce que vous avez éventuellement des réactions sur l'édito ? Merci pour l'invitation. Au fait, pour l'édito, on serait content de commenter sur le bilan de notre participation et notre co-gouvernance dans les différents gouvernements qui ont succédé depuis 1980. Et ça serait peut-être l'occasion de parler de notre parti, pas seulement de l'historique et l'histoire, mais aussi du challenge du présent et du futur aussi. Donc, tout l'enjeu d'ailleurs du débat d'aujourd'hui qui va durer 1h30, à savoir faire peut-être une espèce de rétrospective sur le passé du RNI, ce qui a été dit dans l'édito, qui a été créé donc en 1978, en octobre, à ce jour en 2014, et les différentes étapes qu'a connues le Maroc, et puis sous la co-gouvernance, en tout cas, ou la co-direction du RNI. Younes Abchir, je rappelle que vous êtes membre au bureau politique du RNI, donc le Parti du Rassemblement National des Indépendants. Alors, commentaire sur l'édito ou sur simplement Younes Abchir qui nous parle du RNI?
Oui, bonjour tout le monde. Merci Rachid déjà de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole. Je vous remercie pour ce nouveau concept où vous permettez aux communs des Marocains de connaître leur parti politique, de s'intéresser un peu plus à la politique de leur pays, ce qui constitue déjà une bonne chose que vous avez entamée, ça fait longtemps, avec votre émission. Le RNI, comme dit dans l'édito, c'est un parti qui a contribué dans la majorité des chantiers qu'a connu le Maroc depuis la fin des années 70, qui a été derrière presque toutes les politiques de relance économique, sociale qu'a connu le Maroc. Donc on ne peut pas nier le rôle du RNI dans la politique actuelle, le rôle du RNI dans toutes les étapes historiques qu'a connu le Maroc, politiquement et économiquement. C'est ça le RNI. J'espère que nous allons débattre et que vous allez nous permettre de faire un peu le tour de ce parti. Merci. Yassine Al-Bahlouli, je rappelle que vous êtes membre au Conseil national du même parti, donc le Rassemblement national des indépendants. Pareil, même exercice dans un premier temps. Commentaire sur l'édito ou sur le parti, en l'occurrence la formation du RNI. Merci c'est Rachid pour cette invitation. Écoutez, le RNI a toujours joué un rôle important. Depuis la fin des années 70 sur l'échiquier politique marocain. On a joué un rôle important dans tous les gouvernements qui ont succédé. On a joué un rôle d'équilibre, un rôle de sagesse. Et l'histoire confirme mes paroles. La réussite du gouvernement d'alternance doit une partie de cette réussite à un parti qui a joué un rôle très important dans cette vase, à savoir le parti du Rassemblement national des indépendants. Yassine, excusez-moi, El-Bahlouli, simplement que lorsque vous dites que le RNI a toujours joué un rôle d'équilibre et de sagesse, c'est quoi le rôle d'équilibre? C'est être la béquille de toute construction gouvernementale? Parti béquille ou pas? Écoutez, on a pu remplir un rôle avec abnégation. Et j'insiste sur ce rôle national et ce devoir qui est le nôtre et qui est le rôle normalement de tous les partis. Le RNI a toujours été au devant de la scène pour jouer ce rôle, pour faire réussir toutes les expériences de transition, d'alternance, toutes les expériences politiques qu'a connu le Maroc. Et aujourd'hui, le RNI a beaucoup de choses à donner aujourd'hui, dans le futur. Et on aura l'occasion, bien sûr, durant cette émission, de faire le tour. Complètement. Exactement. Khalid Badou, je rappelle que vous êtes vice-président de l'ADI, l'Alliance des indépendants. Il y aura le think tank du parti, en l'occurrence le RNI, sur un petit peu votre sentiment général sur l'édito ou sur votre relation et appréciation du parti, en l'occurrence le RNI. Tout d'abord, si on remarque la présence des personnes qui sont autour de cette table, on peut dire que vous avez une nouvelle génération des jeunes qui ont adhéré à ce parti, donc la moyenne d'âge qui est de 32 ans, ce qui veut dire que c'est un parti qui est vivant. C'est un parti qui a pu évoluer à travers le temps, avec, selon les différentes problématiques et les différentes conjonctures politico-économiques et sociales qu'a connu notre pays. Et c'est un parti qui a réussi jusqu'à aujourd'hui à maintenir une certaine cohésion à l'intérieur, mais aussi une forte présence sur le terrain et une représentativité des différents courants de la société marocaine. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est un parti qui est passé par l'opposition, qui est rentré aujourd'hui à la majorité. Et nous pouvons faire un constat très simple, et ça se reflète au niveau des indices de confiance, principalement des entrepreneurs, que ces indices-là sont devenus positifs, sont passés au vert, notamment depuis la rentrée du RNI au gouvernement. Ce qui est une chose. C'est aussi un aspect sur lequel on reviendra, parce tout que à fait. L'indice de confiance peut donner lieu aussi à plusieurs perceptions. C'est comme la réalité. Tout à fait. Mais quand on voit un peu le trend d'évolution de ces indicateurs, je pense que, je dirais pas que c'est grâce à la rentrée du RNI au gouvernement, mais c'est surtout parce qu'il y a un travail qui a été fait, qui a été renforcé, solidifié avec l'intégration du RNI au gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une continuité aussi qui est assurée à travers ces jeunes que vous voyez aujourd'hui autour de cette table. Et on reviendra effectivement sur différents aspects. Hassan Alaoui. Je rappelle que vous êtes journaliste politique au titre de Presse Finance News. J'ai envie de dire, et je le dis assez souvent, aussi un habitué des arcanes du pouvoir et de la création, voire du développement de notre sphère politique. Et par rapport à tout ce que vous avez entendu par les différents représentants du RNI, le Rassemblement national des indépendants, qu'est-ce que tout cela vous inspire?
Parti vivant, parti qui a marqué l'histoire, parti qui a joué le rôle d'équilibre, parti de sagesse. Certains y voient un parti de l'administration qui fait sa mue et qui est en phase de transition. Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais d'abord réagir sur le texte de l'édito, donc tout à l'heure. Il y a 2 points que je voudrais mettre en exergue. C'est que, quand vous dites que le choix de la langue, je veux dire, les éléments de langage, naturellement, pour chaque parti, c'est une chose que je respecte. Et il n'empêche que nous autres, enfin notre rôle, moi en particulier, c'est un petit peu d'assurer, si vous voulez, la véracité de certaines choses et en même temps de porter la critique s'il le faut, une critique non hostile, une critique constructive et sympathique. Ça, c'est le premier point, donc ce sera mon rôle. Deuxième chose, la création du RNI, en fait, officiellement, c'est effectivement en octobre 1978 par un congrès immense à Casablanca, mais ce n'est pas, je rectifie si vous permettez, ce n'est pas uniquement et exclusivement Ahmed Osman. Il y avait autour de lui, je dirais, une vingtaine, plus que ça même, de technocrates, ce qu'on appelait les technocrates, et de grandes personnalités qui venaient un petit peu de... C'est ça l'originalité du RNI à l'époque. Il faut voir un petit peu le contexte dans lequel il avait été créé. D'abord, il y avait les élections communales de 1976, et on commençait à parler, et il y avait des élus qui n'étaient affiliés à aucun parti, et à l'époque, il n'y avait que 2 ou 3 partis dominants, c'était donc l'Istiqlal et l'UNFP qui est devenu l'USFP et tout. Et puis, il fallait, j'allais dire, voir émerger une autre force, un autre pôle politique qui ne soit affilié ni à l'une ni à l'autre des formations traditionnelles. D'où donc, à partir de 1966, s'était esquissé une réflexion pour regrouper toutes ces personnalités indépendantes qui avaient gagné un petit peu les élections communales. Et on en est venu donc à la fin de 1978 pratiquement à lancer et je précise tout de suite, après je laisse la parole, à lancer ce mouvement de rassemblement des indépendants qui n'étaient pas encore un parti autour d'Osman, et je cite, parce que pour l'histoire il faut quand même le dire. Allez-y. Il y avait Haddou Chiger, il y avait Moulay Ahmed Alaoui, Moulay Ahmed Alaoui, qui était entre autres mon patron au matin, je veux dire, sévissait pratiquement tous les 3 jours avec un éditorial dans le Matin et Maroc Soir sur le mouvement des indépendants. Il y avait Day Oulsidi Baba, qui est un ancien Mauritanien devenu Marocain. Il y avait Raïs, les gens du Nord, c'est-à-dire de Taounat et de Husseima. Il y avait un homme très important qui s'appelle Alami Tazi, qui était, j'allais dire, le fournisseur de l'argent. Alami Tazi, l'industriel qui avait le groupe industriel La Saft. Il est décédé. Et qui était le contributeur financier du RNI. Oui, avec un autre que je vais citer tout de suite, qui n'est autre que le père de Mariam Ben Salah, donc président de la CGM, qui s'appelait donc Ben Salah Abdelkader, avec le surnom de Franco, qui était un homme très dévoué. Pourquoi le surnom de Franco? C'est intéressant pour la parenthèse historique ouverte avec Hassanaoui. Franco, parce que Franco en Espagne, on sait c'était un patriote. Abdelkader Ben Salah était un patriote qui devait donc passer les frontières à l'époque, bien sûr, je veux dire, aider les nationalistes, et il devait donc avoir un surnom. C'était du côté d'Oujda, entre Oujda, l'Algérie et tout et tout. Il y avait ensuite Tahir Joté, un médecin qui a maintenant qu'on ne voit plus. Il y avait Abdelkader Ben Slimane, qui était à l'époque ministre des Finances, personnalité très puissante du mouvement. Il y avait Khalil Henna. Il y a un lien de parenté avec Hosni Ben Slimane ou pas du tout? Ça n'a rien à voir, mais c'est la même famille, rebâtie un petit peu. Mais voilà. Il y avait Khalil Henna Ould Rachid, qui venait à l'époque, qui était président du mouvement, pratiquement un des fondateurs du Polisario, qui a réintégré donc le Maroc en 1975, et donc il était propulsé aussi dans le RNI. Il y avait Moussa Sadi, ministre du Tourisme d'Oujda. Il y avait Znined, qui est vraiment, je dirais, l'âme, parce qu'il était l'adjoint un petit peu de Osman, qui était Premier ministre, et Znined était un petit peu le ministre délégué des Affaires générales. N'est-ce pas? Et c'est chez lui que tout se passait. Donc là, on concoctait un petit peu l'esquisse du parti qui allait devenir le parti libéral, qu'Osman voulait appeler volontairement le Parti social-démocrate. Et en fait, c'était un parti libéral, social-libéral, parce que il fédérait toutes les composantes, toutes les sensibilités, urbaines, rurales, riches, moins riches, pauvres et tout. C'était vraiment une espèce de cosmogonie. Voilà. Jalil Amorsi, député au RNI, le Rassemblement national des indépendants, après ce rappel historique nécessaire
me semble-t-il, de Hassan Alaoui sur votre formation politique. Est-ce que c'est intéressant parce que, comme nous l'a dit tout à l'heure Khalid Badou, c'est effectivement le parti est représenté aujourd'hui au travers d'un renouvellement, la moyenne d'âge 32 ans. C'est-à-dire, c'est la question que j'avais de vous poser. Est-ce que lorsqu'on a rejoint ce parti, on s'est imprégné de l'histoire même du parti? Par rapport à ces hommes, on nous dit 1977, premier courant, avec des sans appartenance politique qui ont rejoint ce mouvement constitué en 1968 un parti. Ahmed Osman, entre autres, au-delà des personnalités qu'a cité Hassan Alaoui, Ahmed Osman qui a marqué aussi le parti, sa création et son histoire. Est-ce que lorsqu'on est jeune, qu'on a rejoint un parti comme le RNI, on est au fait de l'histoire de son parti? Je suis vraiment très impressionnée par le détail de l'historique que M. Alaoui a présenté sur le RNI. Et je pourrais dire aujourd'hui que le parti, il rassemble la même diversité de personnes et de militants. Il y a toujours une élite qui est très imposante et c'était toujours un parti d'élite, ce qu'on nomme l'Ayen. Donc on a toujours cette composante qui est essentielle et importante du parti. Et il représente toute catégorie sociale confondue. Donc on a le monde rural, on a les régions de montagne, on a les villes, les petites villes et les grandes villes, etc. Donc, je suis contente que le parti du RNI a pu garder cette diversité à travers une trentaine d'années d'existence. 32 ans ou bien plus. 36 ans d'existence qu'on a pu garder la même ligne. Simplement, Gilles Morslip, je vous poserai la question aussi à vous tous, se dire, voilà, il y a même s'il n'est pas le seul, il y a Ahmed Osman qui a été quelque part la pierre angulaire, en tout cas, de la création de ce parti. Est-ce que, par exemple, Ahmed Osman, vous l'avez déjà rencontré, vous en tant que jeune député au sein du parti, ou est-ce que la mémoire même du parti, si je puis dire, en fait, aujourd'hui, ça appartient au passé et non plus au présent? Moi, je crois que pour mon cas, personnellement, j'avais rencontré Ahmed Osman, mais pas récemment. Ça remonte vraiment aux années 90, parce que je suis un peu ancienne dans le RNI, donc et je crois que c'était une personne très influente, avec beaucoup de charisme et avec une grande vision très imposante pour le parti. Je me rappelle durant ma jeunesse, des congrès et des grandes manifestations qui étaient organisées par le RNI partout dans le Maroc, et ce qui représentait à l'époque une dynamique très forte et très importante au sein d'un Maroc qui était en mouvement, et c'était vraiment une période difficile. Les années 80-90, c'était pas vraiment facile, et on avait quand même un parti RNI avec des manifestations et avec un rôle qui jouait, qui était important et imposant à l'époque. Donc je crois que il a joué un rôle très positif dans la construction démocratique de ce pays. Oui, je veux préciser un petit point là-dessus, parce que c'est important ce qu'elle vient de soulever, madame. Effectivement, le parti... Est-ce que le parti, le RNI en l'occurrence, a marqué beaucoup plus l'histoire politique de notre pays que l'Istiqlal, que l'USFP et autres? Voilà, si on devait situer pour les auditrices et les auditeurs, c'est-à-dire le rôle précis du RNI dans l'histoire politique du pays. Je peux en témoigner. C'est un parti qui a quand même, après sa création et le succès qu'il avait connu, a tout de suite été exposé, disons, à subir les fourches codines d'une certaine autorité centrale à l'époque, qui n'était autre que l'ancien ministre de l'Intérieur, qui n'avait pas je dirais qu'il n'avait pas d'acquaintance, mais alors ni même de sympathie pour ce parti, parce qu'il incarnait un petit peu l'élite. Il ne faut pas oublier que c'est presque une conception anthropologique à l'époque. Il y avait l'élite politique indépendante, technocratique, compétente et tout, donc incarnée par le RNI. Et il y avait à côté une force qui était le ministère de l'Intérieur, un bloc où effectivement on essayait un petit peu de former et j'allais dire de sanctuariser une espèce de pépinière de cadres et tout pour faire, pour faire pièce justement au RNI. Mais c'est allé très loin au point qu'on a un petit peu suscité une scission très très grave à la fin de 1980,
avec la création donc d'un parti qui s'appelle le PND, le Parti national-démocrate, où on a un petit peu poussé certaines figures emblématiques du RNI, qui avaient la caractéristique d'être ce qu'on appelait à l'époque les Arabia, c'est-à-dire il se réclamait d'être Arabi. En fait, il n'en était pas plus que les gens du RNI, parce qu'un Shiger qui vient de Khomissat, c'est aussi un Arabi. Mais donc ces gens sont partis constituer un petit peu, je préciserai, le coup de force au sein du RNI, donc avec la bénédiction du ministère de l'Intérieur de l'époque. Et c'était parmi eux, qu'est-ce qu'il y avait? C'est le Quarteron, donc Abdelkader Musliman, Khalil Naould Rachid, Abdullah Qadiri et Arsalan Al-Jadidi, qu'on a appelé à l'époque par une métaphore, on l'appelait Arkal Al-Hadidi. Vous connaissez? Younes Abchi, peut-être on va poursuivre sur la séquence historique et ensuite moi aussi, je remercie déjà Hassan Al qui nous a donné cet aperçu historique, mais avant je voudrais juste réagir par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, que c'était la bique un peu du gouvernement. Ben non, en joignant l'histoire actuellement, c'est que le RNI c'est un parti des élites, un parti de cadres. C'est des cadres, si les noms que vient de citer c'est Hassan Alaoui, ce sont des gens qui ont tous servi la nation avec fidélité et loyauté. Donc c'était la pierre angulaire du RNI, c'était ça. Le RNI c'est un parti qui a toujours mis l'intérêt de la nation. C'est intéressant, Younes Abchi, qu'on dit un parti, on l'a dit en 1977, qui a voulu surtout identifier et rassembler, voire fédérer les sans appartenance politique, surtout des femmes et des hommes qui étaient, mais essentiellement d'ailleurs des hommes qui étaient surtout dans le business et qui étaient des acteurs économiques. Voilà. Donc, mais est-ce que pour autant vous pouvez revendiquer le fait d'être le parti de l'élite ou le parti d'une élite? Je veux bien, mais est-ce que pour autant vous pouvez revendiquer d'être un parti politique de masse et dit un parti politique populaire? Est-ce que c'est pas antinomique? Oui, c'était ça, parce que faisant toujours référence à la période historique de l'or, il y avait deux sortes de faire de la politique, soit une politique conservatrice, peut-être représentée par l'Istiqlal et d'autres, et une partie révolutionnaire représentée par l'UNFP. Le RNI a été formé par des cadres et qui rassemblait, c'est de là le nom de rassemblement, qui rassemblait des cadres qui disaient qu'ils pouvaient faire de la politique autrement, faire de la politique sans être conservateur et sans être révolutionnaire, sans être révolutionnaire, et qui peuvent le faire avec tout l'essence de loyauté. Donc c'était ça. Dès lors, c'est pour ça que Yassine tout à l'heure a parlé d'un parti d'équilibre. On voulait ce parti d'équilibre, ce parti de centre, qui pouvait permettre à ces gens qui rassemblaient. Et c'est un parti qui n'est pas dogmatisé à une idéologie, soit conservatrice, soit d'extrême gauche de l'or, qui n'est pas dogmatisé géographiquement, c'est-à-dire on a parlé de parti d'Arabia, non, c'était tout le monde, c'était le rassemblement. C'était des gens qui s'étaient présentés en 77 sous aucune couleur politique, et après qu'ils aient rejoint le Parlement, ils se sont retrouvés à former le premier groupe de ce Parlement, qu'ils ont décidé de créer cette instance politique qui représentait un peu tous les Marocains, de tous les sens, de tous les Marocains, de toutes les régions. Donc les noms qu'a cité tout à l'heure, qu'a cité Hassan Alaoui, c'est des gens qui représentaient toutes les régions du Maroc, toutes les classes du Maroc, l'élite, les cadres et les mécènes. Donc c'est un parti de rassemblement et qui le caractérise. En fait, dès le premier congrès, il y avait une diversion qui était introduite, poussé à l'époque par ce ministre de l'Intérieur dont j'ai parlé, c'est qu'ils avaient réclamé un poste de secrétariat général en dehors du président Asman et du vice-président. Et ce problème a toujours été posé jusqu'à la scission en 1980. Parce que secrétaire général, qui voulait ça? C'était Abdelkader Musliman, naturellement, ou Arsalan Al-Jadidi. Ça a été refusé. Yassine El-Bahlouli, membre du Conseil national du parti. Après tout ce que j'entends, Younes Abchi, Jalil Amorsli, ma question en fait, quand j'avais de vous poser, Yassine El-Bahlouli, c'est est-ce que pour autant, est-ce que tout ça n'a pas porté préjudice à l'identité politique du parti, ni de gauche, ni de droite, ni conservateur, ni progressiste, ni le nini en fait? On a l'impression que le RNI c'est le nini sans forcément avoir d'identité, en tout cas qui soit visible, ce qui lui a valu aussi ce concept en fait, c'est intitulé de parti dit de l'administration, loyal à l'égard de peut-être du pouvoir en place, mais pas forcément visible et pas forcément surtout qui soit à l'écoute des populations et des masses. C'est Rachid. Moi je vais essayer de répondre à votre question tout en insistant sur ce qu'a dit mon ami Younes Abchi.
Nous, on appartient à une génération d'après celle qui est venue après la marche verte, après le Messel Khadra. C'est important. Dans l'histoire du Maroc, quand on présente les choses politiquement, on sait très bien qu'il y a une phase, il y a une page qui a été ouverte à partir de 1975. Nous, on appartient à cette génération. Moi, ce parti dans lequel je milite a le même âge que moi. Donc, moi, j'ai 35 ans, Jean-Jé, le RNI a 37-36 ans. Écoutez, mais ce qui est plus ancien que le RNI, que tous les partis du Maroc, c'est la liberté. Aujourd'hui, le RNI est un parti de liberté. Et quand je dis de liberté, avec L majuscule et E à la fin sans S. D'accord, même en minuscule et sans, et au singulier, ça veut dire quoi le parti de la liberté, moi? Voilà, le parti de la liberté. La droite, la gauche, c'est des notions qu'on a créées, et vous connaissez l'histoire et vous connaissez l'historique, ainsi que le despotisme qui est aussi nouveau, mais c'est la liberté qui est ancienne. Et ça fait partie du dogme libéral. D'accord? Donc aujourd'hui, si moi, en tant que jeune militant dans ce parti, ayant choisi de travailler et de militer au sein de ce parti. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'être cantonné et cartonné dans une idéologie de droite et de gauche, dans des idées qui peut-être qui sont fausses, peut-être qui sont vraies, peut-être qui portent des valeurs intéressantes, mais qui refusent quelque part d'évoluer, qui refusent quelque part d'avoir cette flexibilité et cette possibilité d'adaptation. Aujourd'hui, au RNI, on a des débats, on a des échanges, on a des fois des différences, parce que comme a dit Khalid, on est un parti vivant. Et le parti vivant, c'est le parti qui travaille à long terme, c'est le parti qui sait très bien et qui assume et qui n'a pas de complexe d'avoir des différences en interne et qui n'a pas de complexe de problème. Différences sur quelle base? Oui, c'est Rachid. Quand vous dites les différences, Yassine Bahlouli, c'est quelle différence y a-t-il en interne en termes de courant de pensée, en termes salue votre esprit journalistique, c'est Rachid. Écoutez, le parti du RNI est un parti, comme a dit Younes, c'est un parti de tous les Marocains, de toutes les tendances, de tous ceux qui ont refusé et qui ont subi les conséquences de 50 ans ou 40 ans de politique et je dirais d'une manière très agressive, très délicate, et d'une génération aujourd'hui qui est la nôtre, qui est venue après le Messel Khadra, après la marche verte, et qui veut faire la politique autrement, exposer ses idées, essayer de convaincre l'autre, et l'objectif aujourd'hui, c'est pas de convaincre l'autre, mais c'est d'essayer de le comprendre avant tout. Voilà, donc quelque part, il y a une différence aujourd'hui, très positive et très constructive au niveau philosophique même de la chose. On peut exceller dans l'explication de ce point si vous voulez. Khalid Badou, vice-président à l'Alliance des indépendants. Yassine El Bahlouli, membre du Conseil national, nous dit voilà, il y a des différences, il y a des en interne. Moi, simplement, j'ai envie de vous dire, j'ai du mal à voir les différences qu'il peut y avoir au niveau du RNI. Qu'est-ce qu'il y a, quelle ligne de démarcation claire au sein du RNI, si ce n'est qu'aujourd'hui on assiste à il y a deux candidats pour le même parti qui souhaiteraient accéder à la présidence du Parlement et succéder à Karim Releb. On a l'impression que tous les débats sont centrés essentiellement là-dessus, avec deux camps peut-être qui là en l'occurrence s'opposent sans forcément communiquer. Vous avez parlé tout à l'heure d'une perception. Aujourd'hui, effectivement, c'est le fait qu'il y a deux camps au sein du RNI. Je pense que c'est une perception, et je préfère qu'on reviendra à ce sujet tout à l'heure. Maintenant, on parle d'un parti qui a un historique. C'est un parti qui a été marqué par 3 présidents. Si Ahmed Asman, qui était l'un des fondateurs et qui est le premier président du parti, Si Mustafa Al-Mansouri, qui l'a succédé et qui a géré aussi le parti pendant une certaine période, et Si Salah Eddine Mzouar, qui a mis sa touche, disons, de modernisation, si on peut l'appeler comme ça, pour le parti. Donc aujourd'hui, c'est un parti qui a depuis tout son parcours qu'on a cité depuis tout à l'heure, c'est un parti qui a toujours été un rassembleur, une locomotive pour le rassemblement. Il a une représentativité au niveau du rural comme au niveau de l'urbain. C'est un parti d'élite, mais quand on dit l'élite, c'est pas, disons, l'élite péjorative, c'est-à-dire les personnes qui ont un certain niveau intellectuel, qui ont de l'argent et qui se mettent, disons, qui gèrent ce parti. C'est un parti qui est géré par, disons, qui représente un groupement
qui représente tous les Marocains, en fait, tout simplement. Oui, il est beaucoup plus présent quand on voit la carte d'implantation du RNI, il est beaucoup plus présent en ville, et dans l'urbain et dans le périurbain, que dans les campagnes. Non, pas vraiment. C'est, encore une fois, c'est une perception. Aujourd'hui, le RNI, c'est le 3e parti au Maroc. S'il est 3e parti avec 56 sièges, c'est qu'il représente tous les Marocains. 54, ça évolue parce que ça évolue. C'est un parti de région, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est un parti qui est présent dans l'urbain, mais qui est aussi présent dans le semi-rural. Il est aussi présent dans le rural. C'est une représentation du Maroc dans toute sa diversité. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, on est en tant que... Si on reste très débattu sur la représentativité, l'implantation du RNI, son visage, c'est 54 députés. Oui. Sur 395. 395, tout à fait. C'est la troisième force politique au Maroc. D'avoir que 54 députés sur 395. Est-ce que pour autant on peut avoir la prétention, voire l'ambition de dire que c'est un parti qui est à la fois un parti d'élite, qui est à la fois un parti de masse et à la fois un parti qui pèse sur l'échiquier politique? Vous connaissez la répartition des sièges au niveau du Parlement. Aujourd'hui, le premier parti, il a 25%, moins que 25%, 22% du nombre de sièges. Le deuxième, et on connaît bien la conjoncture dans laquelle le premier parti a pris le pouvoir. Il a eu cette majorité aujourd'hui. Le deuxième parti, il est à 60 sièges, donc déjà l'écart entre le premier et le deuxième. Et le troisième, l'Istiqlal, et le troisième, il est troisième. Donc aujourd'hui, avoir ce poids, et peut-être que Jalila, elle mentionnera tout à l'heure le nombre de voix que le parti a réussi à avoir, qui est un nombre quand même qui est très important par rapport au nombre de sièges. Parce que c'est pas, vous le savez très bien, c'est pas le même. Et on en reparlera, mais je voulais rester parce que vous avez développé, et c'est tout à votre avantage d'ailleurs l'historique, 3 présidents, Ahmed Osman, Moustapha Mansouri, Saladin Mezouar. On sait très bien que les transmissions de pouvoir se sont faites dans la douleur. Khalid Baddou, c'est quelque chose dont on peut pas faire, me semble-t-il, dans la douleur, pas dire forcément la douleur physique, mais en tout cas une douleur psychomentale réelle. Donc voilà, est-ce que ça veut dire aussi qu'au RNI on passe de président à président dans la difficulté et que la démocratie interne, c'est pas évident? C'était jamais le cas. Non, mais je pourrais. Je sais pas. Déjà, le passage entre ce qui est arrivé à Ahmed Osman et Moustapha Mansouri et Saladin Mezouar, j'espère que Saladin Mezouar n'aura pas le même sort que ce qui est arrivé à avoir le point de vue de chacun. Entre Saladin Mezouar et entre Ahmed Osman et Moustapha Mansouri, le passage a été fait de la manière la plus démocratique, la plus fluide, etc. Le passage entre Moustapha Mansouri et Saladin Mezouar, il s'est fait à travers ce qu'on appelait à l'époque le Harakat Sahihya. Là où il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas d'accord avec certaines orientations que le parti était en train de prendre, qui venaient dans une conjoncture où vraiment on voulait, dissocier le positionnement du RNI, que ce soit pas un parti suiveur, que ce soit un parti qui a sa propre identité. Donc il y a un groupe qui est venu, il a fait un mouvement il a demandé le changement. Le changement, ça s'est effectué. Il y a eu un conseil national qui a été fait en 2012 qui a reconfirmé, déjà en 2010 pour voter Saladin Mezouar président, puis en 2012 pour le reconfirmer dans sa position en tant que président. Donc aujourd'hui, et puis il y a des nouveaux statuts qui ont été faits, etc. Donc aujourd'hui, oui, tout à fait, comme tout parti dans le monde, là où il peut y avoir des divergences entre les points de vue, il y a des courants, et puis maintenant, c'est le parti, il est sur la bonne voie, et puis donc les choses sont en train d'avancer. Hassan Alaoui, est-ce que vous partagez le point de vue extrêmement optimiste des différents représentants du RNI qui disent en fait il n'y a pas eu de tension lorsqu'il y a eu changement de président de Ahmed Osman à Moustapha Mansouri, mais je ne me situe pas à ce niveau-là des tensions, parce que là, le passage du flambeau, comme on dit, c'est toujours problématique. Encore que je peux, à votre avantage, je pourrais dire que quand même, le RNI, c'est le parti qui est en un laps de temps pas très, très long, a quand même, modifié sa structure avec 3 présidents, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un parti comme l'Istiqlal, où 60 ans ou plus que ça, on a vu simplement 3 têtes qui sont passées entre Al El-Fassi et aujourd'hui le Chabat. Et encore, le Chabat, il a violé les choses. Il y a eu 2 ou 3 têtes, c'est-à-dire à Bousta, comme si c'était une affaire de famille. Mais là, en l'occurrence, alors maintenant, je reviens quand même pour le RNI. Il y a eu quand même une période d'hibernation qui a duré 18 ans avant la tenue du congrès. Ça, il faudrait que nos amis les expliquent. Pourquoi? Ils sont restés 18 ans sans tenue de congrès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sans organisation, sans structure. Mais ça, je ne sais pas, vous êtes jeune pour voir cette époque.
où on s'est assoupi, parce que c'est le cas de le dire, Ousmane était très occupé par ses fonctions un petit peu protocolaires de président à la fois du RNI, de plus en plus absent, et surtout du Parlement, ou bien parce qu'il y avait un sentiment, disons, pas de peur, mais d'hésitation, de réticence pour un petit peu bousculer les choses et mettre les choses en place. Et je trouve que si Moussoli est venu le faire, je ne sais pas comment il était poussé, il est venu le faire, mais il l'a fait tellement maladroitement que il a secoué le parti. Et je trouve que c'est une bonne chose que le parti ait été secoué, parce qu'en fait, les gens, c'est salutaire pour lui, c'était cette crise. J'allais amorcer les députés. Est-ce que Moustapha Masrouri a après 18 ans d'hibernation, je ne dirais pas une hibernation, pendant 18 ans, le RNI n'a pas existé, il ne s'est pas réuni, il n'y a pas eu de congrès, et que c'est Moustapha Masrouri qui a réveillé le... Je ne dirais pas une hibernation, mais... J'allais amorcer. Oui. C'était... je crois qu'il y a eu des congrès en 84 et en 92. Oui. Allez-y. Est-ce qu'il y a une période... Je crois que l'atmosphère générale, je crois que le Maroc n'était pas vraiment très ouvert au changement des leaders politiques. Si vous avez, justement, vous avez cité l'exemple de Stiqlal. Donc, je crois qu'à cette époque, moi, j'ai pas vécu cette époque. Peut-être que c'était bien avant ma naissance, mais la psychologie de l'acteur politique et du citoyen commun à l'époque, je crois que le changement était un indicateur d'instabilité. Oui. Donc, je crois que c'est ce qui explique que les gens du parti du RNI ils ont préféré garder Ousmane comme leader du parti et ne pas opter pour un changement du leadership de l'RNI. Pour le passage du flambeau... C'est-à-dire que j'allais morceler donc du coup opter pour le statu quo. On fait rien, on bouge pas, on laisse les choses en l'état. Je pense que c'était un choix des militants. Parce que je me dis, quand on fait ce choix en interne au niveau du parti, est-ce qu'on opte aussi pour le statu quo lorsqu'on est au gouvernement et aux responsabilités? Je crois pas, mais je crois que le besoin du changement n'advenait pas à cette époque. Je crois en 2001, avec le Mansouri, c'était les militants qui avaient proposé à Ousmane d'organiser un congrès. C'était à l'époque Moustapha Oukacha Allah yarhamou, qui avait, avec tout un groupe de militants à l'époque, qui avait proposé à Ahmed Ousmane d'organiser un congrès et peut-être de faire accepter l'idée de l'alternance. Accepter l'idée de l'alternance. Et c'était là où le congrès a été organisé. Et c'était le premier congrès qui a été organisé, et Moustapha al-Mansouri était le premier président de parti élu démocratiquement suite au congrès. Il était opposé à Moustapha Oukacha Allah yarhamou. Donc c'était l'exercice démocratique en bonne et due forme à l'époque. On dira que c'est durant ces années-là peut-être que le RNI a fait l'apprentissage de la démocratie interne non, ça vous fait sourire. Voilà, ça me fait sourire parce que voilà, pour un peu répondre à tout ça, on va parler des 18 ans. Donc il y a un congrès en 1984. C'est le dernier. C'était en 1984. Il y avait la transition entre libéralisme, c'était un parti libéral, et c'est en 1984 qu'on avait adopté la démocratie sociale comme doctrine du parti. Alors on est rentré, c'était au lendemain des élections législatives. Normalement, un congrès devait se faire après 6 ans. Mais si vous vous rappelez bien, il y a eu la prolongation des 2 années jusqu'en 1992 du Parlement, suite à une révision de la Constitution par Hassan Doullah. Donc c'était en 92 la révision de la Constitution. Puis après, il y avait les élections locales, suivies des élections législatives. Vous vous rappelez, c'est Hassan Alaoui de cette période-là, de Idriss Bsri Allah yarhamou, toute la pression qu'il y avait sur le RNI. Oui. Vous savez, si on avait fait un congrès... Pourquoi de la pression, c'était une grande pression, c'était des grands ponts de transition démocratique au Maroc. Rappelons-nous de cette décennie des années 90 aux années 2000. L'alternance, 3 fois la révision de la Constitution en 92, 96, puis il y avait
les élections législatives, le gouvernement d'alternance. Il n'empêche qu'au gouvernement d'alternance de 1998, février 1998, le RNI a intégré quand même l'alliance. Voilà, c'était un peu ça. D'ailleurs, il n'a jamais quitté le pouvoir. Moi, simplement, parce que je ne voulais pas que ça ressemble à un cours d'histoire, mais l'histoire est importante. C'est le moment de me dire, le RNI qui était sous les feux des projecteurs, qui n'était pas forcément en ancienneté avec Driss Bassré. Il y avait des centres de résistance qui ne voulaient pas que le RNI fasse réussir le gouvernement d'alternance. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que simplement. Moi, je parle de ça parce que je vais dire pourquoi. En fait, on a toujours confié les postes clés, je veux dire, technocratiques au RNI. C'était pratiquement une option politique. Et c'est ce qui explique un petit peu jusqu'à présent, et je dirais c'est pour ça qu'on va se projeter maintenant sur aujourd'hui et l'actualité. Simplement, Hassan Aoui, pourquoi cette étiquette, j'avais aussi d'écouter, d'entendre chacun là-dessus, pourquoi cette étiquette portée par le RNI de parti dit de l'administration, alors qu'on dit, enfin, en clair, c'est un parti aussi qui a toujours été proche de l'administration. Non, ce n'était pas un parti de l'administration. C'était en fait un parti qui fournissait à l'administration des grands cadres et de grands technocrates. Donc en fait, c'était une école de formation. Et bien sûr, c'est un fantasme journalistique, n'est-ce pas? Parti de l'administration? Oui, de dire parti de l'administration parce que c'était trop facile. On dit maintenant aujourd'hui, c'est d'ailleurs on continue à le dire, parti du Makhzen, le Makhzen, parti de l'administration avec un grand A et tout, et c'est faux. Et en fait, ça nous ramène à aujourd'hui pourquoi le RNI, depuis 2 ans, a fermement négocié certains postes avec l'actuelle, n'est-ce pas, l'actuelle coalition. C'est une logique. On va y aller là. Mais continuons que juste après le gouvernement d'alternance, il y a eu un congrès en 2001. C'était le congrès de la continuité et on a gardé Ahmed Osman en tant que président de ce parti. C'est en 2007, dans un congrès ordinaire, juste avant les élections législatives, qu'on a organisé un congrès encore tout normalement. Il y avait 2 candidats à la présidence du parti et nous étions le premier parti marocain à avoir voté son président en scrutin uninominal. Et en l'occurrence, c'est l'élection de Moustapha Mansouri. Oui, c'était l'élection de Moustapha Mansouri par le Conseil national et c'était la première fois qu'un parti marocain vote. Oui, c'est la première fois qu'un président de parti marocain ait voté sans applaudissement. Il a été voté au scrutin. À bulletin secret? Au bulletin secret. Donc c'était une primauté. En 2001, le RNI a voté son bureau exécutif au scrutin uninominal. Oui, mais pardonnez-moi, 2007, c'était un vote sanction contre Osman. Parce qu'on en avait marre. Non, mais Osman n'était pas candidat en 2007. On revient sur cette Osman n'était pas candidat. On revient sur cette, parce que c'est intéressant, Ahmed Osman, Moustapha Mansouri, parce que Moustapha Mansouri, vous l'avez encore, il refait l'actualité. Donc peut-être. Bon, Moustapha Mansouri, c'était une période, oui, parlons de Moustapha Mansouri, la période de Moustapha Mansouri. On avait voté, moi j'avais participé au congrès 2007, j'étais membre du Conseil national, on a voté pour Moustapha Mansouri, pour transformer ce parti de personnes à parti d'institutions. On a remarqué que les institutions, pourquoi le mouvement réformateur? Parce qu'on a remarqué que les institutions ne marchaient pas pendant une période critique. Une période très critique que le Conseil national, par exemple, n'a pas été convoqué pendant toute une période marquée par les élections de 2009. Nous avons géré une période qui était critique. Nous étions troisième force côté élus locaux. Pas cette même répercussion au niveau des présidences. Nous n'avions qu'une seule ville, pas cette même répercussion au niveau des présidences des communes locales. Donc, c'est ça, nous avons remarqué que cette transformation vers un parti d'institution se faisait d'une manière... C'est quoi un parti d'institution? Un parti d'institution, c'est un parti où il y a des institutions claires dans les statuts, où les relations entre ces institutions... Donc instance interne, vous voulez dire, parce que autrement ça peut donner une autre signification. Non, pas les institutions. Voilà, c'est pour ça que je dis, parce que il y a partie de l'administration, j'ai du mal à vous défaire de cette étiquette-là, donc... Si vous permettez... Juste, Khalid Badou, simplement, ça fait déjà 44 minutes, on va aller sur le présent et l'avenir, mais simplement, moi, si je fais comme déduction... Le fait qu'en fait, ça a toujours été un parti dès sa naissance, qui a été créé avec des sans appartenance politique, un parti qui a été créé pour venir quelque part jouer un rôle, en tout cas se créer un espace entre les partis dits traditionnels, donc les conservateurs et les progressistes, en l'occurrence, il circulait l'USFP, donc sans véritable identité, et que alors aujourd'hui en 2014, là où il y a au moins une forme de cohérence, c'est que ça reste toujours un parti qui est en tout cas attractif auprès de celles et ceux qui voudraient faire de la politique par un chemin raccourci.
et que ça reste toujours un parti qui se veut ni conservateur, ni progressiste, ni conservateur. En fait, juste pour fermer cette parenthèse historique qui est très intéressante que nous avons tous suivie, c'est aujourd'hui, que ce soit M. Ahmed Asman ou que ce soit M. Mustafa Msouri, quand ils sont présents lors des réunions des conseils nationaux du RNI, ils sont tous applaudis, ils sont tous reçus avec tous les honneurs et ils sont tous remerciés pour tout le travail qu'ils ont fait pour ce parti. Aujourd'hui, Salman Msouri, il est membre du bureau politique, il a été à l'unanimité, il a intégré le bureau politique à l'unanimité de tous les membres, de tous les congressistes au niveau du conseil national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de perdants ou de gagnants dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a un parti, là où il y a eu des mouvements tout normaux qui montrent que c'est un parti qui vit, c'est un parti qui se projette dans l'avenir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a... Moi, je vous crois sur parole, mais simplement lorsque dans le même parti, il y a deux candidats du même parti qui bataillent pour le même fauteuil, je me dis, est-ce que réellement tout se passe aussi bien dans la maison du RNI, et surtout entre Rachid Talbi Alami et celles et ceux qui le soutiennent, et Mustafa Msouri au travers de celles et ceux qui le soutiennent? Alors, parlons de ce sujet de présidence du Parlement. Aujourd'hui, alors juste pour vous mettre un peu vous mettre les auditeurs aussi dans l'image globale de ce qui s'est passé. Il y a un conseil national qui a été organisé le 2 août 2013 suite à la demande de la présidence de la coalition gouvernementale au RNI pour intégrer cette coalition suite à la sortie des ministres de l'Istiqlal. Ce conseil national, il a donné un mandat total au président du parti, à M. Salah pour... Premièrement, il lui a autorisé, il a donné l'autorisation, le feu vert pour intégrer la coalition. Deuxièmement, il a donné un mandat total au président du parti pour négocier les portefeuilles, les nominations et la révision des priorités du programme gouvernemental. Donc c'était bien clair. Et M. Msouri était présent pendant ce conseil national et je ne me rappelle pas d'avoir vu de vote ou de courant qui disait qu'il n'était pas d'accord sur cela. Donc il y a eu le feu vert qui a été donné et d'autre part il y a eu la dérogation qui a été donnée, le mandat qui a été donné au président du parti pour négocier. Chose a été faite. Première étape, c'était la négociation des portefeuilles. Donc le RNI a eu 8. Il y a eu aussi la présidence du Parlement qui a été négociée dans le cadre de ce package pour l'intégration du parti au gouvernement. Et il y a eu le nom de M. Talbi Alami qui a été précisé. Qui était négocié entre Saladin Mzoar et Abdillah Ben Kellan. Qui a été négocié entre Saladin Mzoar et Abdillah Ben Kellan parce qu'il y avait, et ça je pense que ce n'est pas un secret, il y avait une négociation par rapport au portefeuille du ministère de l'économie et des finances. Le PJD, il voulait garder le ministre du budget dans son poste. Le RNI, il voulait avoir le portefeuille des finances dans sa totalité. Il n'y a pas eu d'accord sur ce point. Donc le PJD, il a proposé, ou le chef du gouvernement, il a proposé au RNI de le soutenir dans sa candidature pour la présidence du Parlement et que le ministre du budget reste et maintient son poste au niveau de son ministère, du ministère de l'économie et des finances. Donc le mandat a été fait. Première étape, négocier les portefeuilles. Deuxièmement, faire les nominations. Troisièmement, négocier le programme gouvernemental ou les priorités du programme gouvernemental, chose qui est en cours, qui va être votée au courant de cette semaine, jeudi prochain a priori. Et puis l'élection du président du Parlement. Donc tout ce package-là, il a été négocié, il a été conclu entre ces personnes. Est-ce que tout ça, la déclaration du Premier ministre. Pardon. Simplement, juste après la déclaration du chef du gouvernement, à l'ouverture moi, je vais tout croire. On voit bien de toute façon, et je suis un journaliste qui essaie de bien faire son travail, donc de bien sourcer aussi ce qu'il peut avancer. C'est qu'il y a aujourd'hui un problème au niveau du RNI entre deux candidats qui voudraient tous les deux être à la place du fait succéder, en tout cas Karim El Habib. Même au-delà de ça, moi je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais se dire, est-ce que là aujourd'hui, on a l'impression que le RNI c'est un long fleuve tranquille et que parfois, quand il fait parler de lui, c'est pour des histoires de distribution de portefeuille ou d'attribution d'attributs. On peut proposer une primaire, pourquoi pas? Non, mais la démocratie, c'est la primaire. Il y a eu un mandat qui a été donné au président du parti pour négocier tout le package. Aujourd'hui, le Conseil national, il ne peut se réunir qu'après que ce mandat-là ait été conclu,
finalisé, bouclé, et que les personnes soient mises dans leur fauteuil. Le fait de dire qu'il y a un courant ou un anti-courant, etc., c'est des sorties médiatiques. C'est des membres du Conseil national, des membres qui soutiennent M. Mansouri dans sa quête. M. Mansouri, il ne s'est proposé qu'à juste avant la visite de M. Salah Eddine Mezouar en Afrique pour accompagner la visite royale. Quand il y a eu la négociation qui était en train de se passer au niveau du bureau politique et le président qui tenait les membres au courant de toute l'évolution des négociations, M. Mansouri ne s'est jamais présenté. Aujourd'hui, c'est une affaire plus médiatique qu'autre chose. Yassine Bahlouli, membre du Conseil national, juste sur le... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un couac, ça peut arriver à toutes les formations politiques, un couac aujourd'hui au niveau le RNI qui a bien négocié, en tout cas 8 portefeuilles ministériels, mais il nous dira ensuite le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il en fait de ces portefeuilles ministériels dans le cadre de la politique du redressement économique du pays, mais simplement se dire par rapport à même si c'est, comme l'a dit Khalid Badou, en tout cas selon lui, une espèce de construction médiatique, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un problème entre deux candidats, en l'occurrence Rachid Talbi, la LMI et Moustapha Mansouri, qui tous deux, on leur aurait promis ou pas, en tout cas, le fauteuil à la présidence du Parlement? Une question très pertinente et je demanderai un peu de temps pour expliquer parce que j'ai pas eu droit à beaucoup de temps pour exprimer mon point de vue concernant des points très importants que vous avez proposés. Moi, j'ajoute à ce qu'a dit mon ami Khalid Badou. On a négocié plutôt le mandat qui a été donné par le Conseil national du RNI le 2 août 2013 au président du parti, M. Salah Eddine Mezouar. Était un feu vert pour participer au gouvernement Menkiran 2, mais conditionné par 3 points. La restructuration, donc la négociation des portefeuilles, mais la restructuration, parce qu'on n'est pas parti pour négocier pour des portefeuilles seulement, mais la restructuration et l'architecture globale des outils de pratique de gouvernance, donc, dont fait partie le gouvernement et le président du Parlement. Est-ce que là, sur ce point-là, c'est intéressant? Parce que mon message ne va pas être clair si je ne termine pas les 3 points. Non, mais on va rester point par point. Point par point. Est-ce que sur ce point-là, vous considérez que le RNI a réussi à obtenir de ce gouvernement une restructuration du gouvernement par pôle? Parce que je me souviens qu'on avait reçu effectivement plusieurs responsables du RNI qui nous avaient dit, voilà, nous en tout cas, on va négocier des portefeuilles ministériels, mais surtout de la construction et la constitution de pôles. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit l'architecture du gouvernement, avec 39 ministres, alors qu'ils étaient 31 par le passé, on peut considérer que le RNI a réussi dans sa mission? Vous savez, vous parliez, c'est antinomique, c'est Rachid, vous parliez de la qualité et de la quantité en même temps. La restructuration, la création de pôles au sein de ce gouvernement était une demande claire et nette de la part du RNI. On ne va pas être prétentieux, on n'a pas eu, je dirais, écoutez, on est dans une coalition, on n'a pas la majorité, on a un parti, on est la 3e force politique du pays, on est en train de composer avec une majorité, donc nos demandes ne vont pas être acceptées à 100%. Cela étant dit, je pense, à mon sens, qu'on a pu réussir à bousculer ce gouvernement dans sa première version et donner au peuple, au pays, une version Benkiran 2 qui est plus claire, certes avec 39, mais on n'a pas moi je vois pas de problème et de problématique sur ça, on peut en parler durant des heures. Mais cela étant dit, comme j'ai dit, la restructuration aujourd'hui, on sait très bien en termes d'accountability, c'est que le RNI aujourd'hui, en tant que parti, il est clair dans son message. Demain, on peut lui demander de dresser un bilan par rapport à son action au sein de ce gouvernement. Et on va vous le demander vers la Yassine Bahlouli. Est-ce que le fait, moi je veux bien. Je me dis aujourd'hui, le gouvernement Menkiran 2, on avait reçu nous plusieurs fois des représentants, y compris de votre formation politique, de se dire on ne va pas refaire le débat d'il y a un an et demi, mais c'est intéressant d'avoir aujourd'hui dans la thématique comment le RNI par le RNI, le point de vue, l'appréciation de chacun. En la matière, il y avait beaucoup d'insistance de la part du RNI avant la constitution du gouvernement Menkiran 2 de constituer de vrais blocs et de vrais pôles. Oui, c'est ça, voilà. exactement. Simplement, moi je me dis en tant que modeste observateur, j'ai l'impression, ce que j'ai envie de vous dire, le RNI a bien négocié parce qu'il a obtenu 8 portefeuilles ministériels, mais que c'est à lui qu'on doit le fait qu'on soit passé de 31 à 39 ministres, c'est-à-dire qu'eux se sont servis, mais ils ne nous ont pas servi à nous. C'est pour ça que j'ai demandé de terminer les 3 points. Et je vais insister sur le côté qualitatif de la négociation. Le deuxième point, comme a dit Khalid, les priorités. Les priorités qui sont en train d'être validées normalement pour le jeudi, c'est seulement pour cause d'indisponibilité de plusieurs chefs des partis de la coalition que ça a été retardé pour cette semaine. Par contre, la charte, je dirais version 2.0,
qui a été adopté le jeudi dernier entre les chefs des partis et qui va être présenté par le chef du gouvernement lors de la prochaine session parlementaire et qui va être suivi par des discussions comme exercice démocratique. Et ça, c'est suite à la demande du RNI que d'autres partis n'ont pas pu avoir, n'ont pas pu imposer au sein du gouvernement Benkiren 1. Aujourd'hui, ce qu'a réussi à faire le RNI, là, ce qu'on dit, c'est que le PPS, le mouvement populaire, n'y est pas arrivé. Ils ne sont pas arrivés tous les deux. Écoutez, c'est une réussite pour le RNI et on est fiers d'avoir réussi, Écoutez, l'exercice de transparence est très important aujourd'hui. Tout à l'heure, moi, la question que vous avez posée par rapport aux transitions entre Saïd Osman et Mansouri, on l'a fait dans la douleur, mais on l'a fait dans la transparence. C'est ça ce qui est le plus important. C'est ça ce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est fiers quand on a deux présidents qui sont en vie. Nous, on n'a pas des présidents qu'on visite seulement à la date d'anniversaire de leur mort, mais on a des présidents qui sont toujours vivants, qu'on part voir pour demander des conseils et qui sont toujours utiles. M. Mansouri, c'est une personnalité, mais qui a marqué la transition démocratique au Maroc. Mais c'est pour ça que lui, Moustapha Mansouri, qu'on considère de beaucoup plus légitime pour être président à la présidence du Parlement que Rachid Talbi Al-Yameni. La légitimité historique, monsieur, il n'est plus de toute façon dans l'ère de Mohamed VI. La légitimité historique, ça me rappelle des pratiques politico-politiciennes des années 50-60 qu'on me raconte. Aujourd'hui, la légitimité de la disponibilité, de la compétence et la légitimité historique de Saïd Mansouri, personne, et j'insiste, ne peut lui enlever. Monsieur Mansouri était président de la Chambre des représentants, il était ministre, il était chef du parti. Oui, non, mais je veux bien, je veux pas les CV de chacun. Est-ce que vous considérez que Moustapha Mansouri mérite autant que Rachid Talbi Al-Yameni d'accéder à la présidence du Parlement? Écoutez, moi, à ce jour, M. Mansouri s'est exprimé via la presse. Aujourd'hui, moi, en tant que militant, et ça n'engage que moi, je sais que j'ai des institutions au sein de mon parti. Et moi, je fais appel à tout le monde, à tous les militants aujourd'hui, tous les parlementaires, parce que il faut préciser une chose. Le président du Parlement, il est élu par les parlementaires de ce pays. C'est pas une affaire publique et voilà. Donc tout le tralala qui est autour de ce sujet, il faut le cadrer. Donc si aujourd'hui un parlementaire et on a une élue avec nous, il a tout le droit selon la réglementation du Parlement de se présenter en tant que chef du Parlement. Aujourd'hui, il y a des institutions dans le Parlement, il y a des process, il y a un parti. Il y a un conseil national qui a donné un mandat à Salah Eddine Mzouer. Salah Eddine Mzouer doit restituer après, mais j'insiste, après l'application des 3 points, il doit revenir vers le conseil national et il sera bien audité et comptablement parlant, qualitativement parlant, sur le travail qui a été donné et mandaté par le conseil national. Jalila Morsli, député justement, oui. Député RNI, parce qu'il lui reste 35 minutes, simplement rappeler aux auditrices et aux auditeurs qu'aujourd'hui c'est parole donnée, ou en tout cas débat ouvert avec le RNI et les différents représentants que vous êtes, se dire voilà aujourd'hui, quand Yassine El Bahlouli nous dit voilà en fait dans la négociation, ce qui était prévu en tout cas, et le mandat qui a été donné le 2 août 2013 par le Conseil national à Saladin Mezoual dans la future construction, la future architecture du gouvernement Benkiren 2, il y avait un certain nombre de points, et dont celui entre autres de reconstruire un petit peu les priorités données d'un point de vue économique essentiellement d'ailleurs je pense. Est-ce que sur ce point-là, le RNI, quel a été l'apport du RNI, qu'est-ce qui a changé sur l'agenda économique de ce gouvernement Benkiren 2? Parce qu'on a du mal à y voir clair, je vous dirai pourquoi. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais allez-y. Sur voilà, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'effectivement, le RNI nous avait promis une refonte du gouvernement, l'architecture gouvernementale avec la constitution de Paul, ça tarde. Une priorité de revoir et de reprioriser des réformes économiques. Donc on nous dit que ça ne va pas tarder, mais c'est voir un petit peu comment tout ça se passe et quel est l'apport et la contribution du RNI en la matière. Justement, pour le RNI, il a assuré sa part de responsabilité tout en assurant une certaine continuité pour le gouvernement. Pour nous, c'était hors de question de faire coupure avec ce qui a été fait. Merci. Quand on a Saladin Mezouar, d'ailleurs on l'avait interpellé là-dessus, ici même lorsque le RNI était dans l'opposition, qui avait fait cette déclaration qui m'avait marqué moi d'ailleurs, en disant, je cite chez nos confrères de l'économiste, que ce gouvernement Benkiren 1 était le gouvernement le plus mauvais de l'histoire politique du Maroc. Et vous me dites qu'en fait, vous avez opté pour la continuité. Oui, nous avons opté pour la continuité. Donc, gouvernement qui était le plus mauvais de l'histoire. Mais nous avons aussi opté pour la révision des priorités du programme du gouvernement. Nous avons voté contre le programme du gouvernement Benkiren 1.
Mais la condition que nous avons posée à Benkiran, c'était de réviser les priorités du programme gouvernemental. Éventuellement, comme a dit mon ami Yassine, la première condition, c'était la restructuration du gouvernement. Mais comme j'ai dit... Ça n'a pas trop marché. On attend et on voit. On est au gouvernement depuis quand? Depuis octobre 2013. Non, je veux dire, dans la constitution du gouvernement, on est passé de 31 à 39 ministres. Il devait y avoir des blocs, de vrais blocs. Allez-y, je les avons aujourd'hui. Le problème, c'est pas 32 et 39 ministres. Mais c'est la restructuration du gouvernement. Nous parlons là du qualitatif et pas du quantitatif. 39, 50 ou 19, c'est pas ça, c'est pas là le problème ou l'enjeu. L'enjeu réel, c'est la restructuration en pôle. Si on regarde bien le gouvernement, il y a bien un pôle finance-économie, un pôle présidé à la tête dont Mohamed Boussaïd et Moulay Hafed Al-Alami. Nous avons un pôle affaires extérieures et MRE bien évidemment, et nous avons un pôle social. Donc les pôles sont clairs pour le gouvernement. Alors notre apport dans le gouvernement Benkiran 2, c'est la révision des priorités, comme j'ai dit, et maintenant les négociations ont réussi à produire une nouvelle charte et ont réussi à produire une révision des priorités. Et je crois que dans les jours qui viennent, et avec l'entrée parlementaire prochaine, nous allons bien voir ce qui a été fait et le résultat de ces négociations. Et là, je vais revenir... Vous avez été convié, vous savez grosso modo ce qui va être dit, ce qui va être décliné en termes de priorités économiques? C'est très récent, c'est même pas, c'est pas encore. Je veux dire, ça va commencer par quelle réforme? C'est les retraites, c'est la compensation? Est-ce qu'il va y avoir continuité sur la mise en route de l'indexation des prix des carburants? Est-ce que toutes ces choses-là vont être revues et corrigées ou pas? Concernant tous les projets de réforme, le RNI a une vision très claire concernant les projets majeurs de réforme. Et je crois dans les négociations, c'était important pour nous d'insérer nos propositions de réforme et bien évidemment ne pas interrompre. Le but, c'était pas de interrompre le travail qui a été fait et tout bousculer et du tête aux pieds. Donc pour nous, c'est la stabilité et c'était un choix politique, un choix pour le Maroc où nous avons intégré ce gouvernement Benkiran. Younes Abcher. Voilà. Mon bureau politique, c'est intéressant. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé. Je vais en profiter pour faire un peu le tour. Concernant la présidence de la Chambre. Une petite, Guillaume, s'il vous plaît. Allez-y, j'ai la restructuration aussi, c'est l'intégration des femmes au gouvernement Benkiran. Excellent. C'est ça. Ça, c'était un point très important et c'était une condition pour nous. D'ailleurs, chaque parti nous avons présenté deux. Oui, mais je veux dire, tous les partis ont présenté plus de femmes que dans la première version. Donc, la présidence de la Chambre. Soyons clairs. J'ai parlé tout à l'heure d'un parti d'institution. Un parti d'institution est codifié par des statuts. En aucun cas, les statuts du RNI ne stipulent des primaires ou des choix de ministres. Nous ne sommes pas un parti où les statuts, il peut y avoir d'autres partis qui font ça, mais nous, dans nos statuts, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qui est Younes Abcher? Il n'y a pas de primaire ou de choix de candidat du parti au poste ministériel. Comment devient-on ministre en passant par le RNI? Écoutez, ou en étant au RNI? Moi, je suis là, je vous livre les statuts du RNI. Les statuts du RNI, le Conseil national, il statue sur l'entrée ou pas au gouvernement. Comme a dit Khalid Beddou, on a tenu le Conseil national le 2 août 2013. C'était l'accord de principe. C'était un accord de principe pour rejoindre la majorité. Assis de 3 conditions principales, qui sont la restructuration du gouvernement, 2, la révision des priorités du gouvernement, et 3, la révision de la charte de la majorité, qui était derrière, peut-être, la problématique avec les c'était vraiment des négociations. Je crois que c'était les négociations les plus longues pour la formation des gouvernements au Maroc. Alors voilà. Oui, je crois que ça a duré 90 jours, c'était le RNI qui avait présenté une feuille qui était la polarisation et définir des pôles au gouvernement. C'était des négociations. Le chef du gouvernement a demandé au président de ne pas refaire toute l'architecture car ça allait prendre énormément de temps et ça allait faire entrer le gouvernement dans une sorte de négociation qui pourrait tenir encore beaucoup plus de temps. Mais
Toutefois, pour nous, le RNI, nous avons obtenu 2 pôles essentiels. Le pôle économique, alors qui est économie et finances, et puis industrie et commerce, et le pôle des affaires étrangères, y compris les affaires des émireux et l'immigration. Sur la révision des priorités, je crois que nous sommes rentrés au gouvernement. On reste sur ce point-là. Moi, je le dis souvent. Ça vous dérange quand je vous interromps? Mais allez-y. Non, parce que moi, sur la continuité du pôle, parce que c'est intéressant. Vous dites, en fait, ce qui est obtenu, c'est un pôle économie-finance, oui, et un autre pôle industrie et commerce. Non, le pôle économie-finance, c'est industrie-commerce inclus, oui, et puis pôle affaires étrangères, diplomatique, avec un ministre. Je vais essayer de faire le lien. Délégué. Très bien, je vais essayer de faire le lien très vite. Mais je continue. Non, mais sur ce point-là, pourquoi il y a, que ce soit d'ailleurs Mohamed Boussaïd ou Moulay Hafez Alami, quand il y a des annonces comme ça qui sont faites sur la hausse ou la baisse des prix des carburants, on ne les entend pas. Pourquoi, lorsqu'aujourd'hui on nous annonce une nouvelle politique industrielle, ou est-ce qu'il faut, il y a tout un débat de fond, tout un débat ambiant que nous avons modestement ouvert ici même il y a plusieurs mois, sur est-ce qu'il faut continuer ou pas les plans sectoriels, est-ce qu'il ne faut pas les revoir et mettre tout à plat et faire une évaluation. C'est sûr qu'il faudrait continuer sur les plans sectoriels qui n'ont pas commencé du temps du gouvernement Boukele 1. Ils ont commencé du temps du gouvernement Juto et qui ont continué sur le gouvernement Besfassi. Sur le pôle, le deuxième pôle, j'ai bien compris. Donc, premier pôle économie-finance sous-tendu par l'industrie et le commerce. Deuxième pôle RNI dans ce gouvernement, nouvelle architecture du gouvernement Menkiran 2. Pôle politique étrangère et migration. Grosso modo, pour la faire court. Lorsqu'il y a des tensions diplomatiques entre Paris et Rabat, le Saladin Mezouane ne s'exprime pas, on n'entend pas il n'y a pas de communiqué particulier là-dessus. Si. Bon, dites-moi. Moi, je connais pas la position de... Mais Mbarka Bouaïda, qui est ministre RNI, c'est elle qui a convoqué l'ambassadeur de France. Ouais. Donc, c'est les positions du... c'est ce qui se faisait avant, ça. C'est les positions du gouvernement, disons, et c'est le ministre RNI qui font ça. C'est pas une annonce, mais c'est un exercice. Et puis, on voit Salah Mezouane qui accompagne Sa Majesté et qui chapeaute actuellement la commission mixte privé-public pour un peu poursuivre tout ce qui a été fait en Afrique. Ça, c'est un ministre réuni qui le fait. Non, mais je ne sais pas. Donc, moi, je trouve que c'est deuxième point, révision des priorités. Je vais vous dire une chose. Nous sommes rentrés au gouvernement pour mener les grandes réformes que nécessite aujourd'hui le Maroc, y compris la réforme de la compensation, y compris réforme des caisses de retraite. Nous sommes là pour les grandes réformes. Il faut une grande volonté politique et nous sommes là pour ça. On va mener ces réformes. La réforme de la compensation, il y a tout ça va être discuté et a été discuté sur les priorités de la commission, émanant de la présidence de la majorité. Ça va être présenté au groupe parlementaire et au bureau politique très prochainement et je vous promets du nouveau. En tout cas, moi, des choses qui sont très bonnes. La troisième chose, les centrales syndicales vous ont déjà promis des grèves à répétition sur lesquelles on reviendra aussi. C'est parce que là, je vous parle parce que c'est des sujets qui sont arrivés à terme, qu'on doit vraiment réformer pour le Maroc. Moi, je le dis parce qu'en fait, on est malheureusement, en tout cas, moi, je suis très à l'aise à la radio. C'est la radio, il n'y a pas de caméra. Vous le dites avec beaucoup de détermination. On arrivera à mener ces réformes, la réforme de la caisse de compensation. Simplement, sachez aussi que peut-être avant même de démarrer, vous avez déjà des contre-pouvoirs, des corps intermédiaires qui vous appellent à votre devoir de responsabilité, c'est-à-dire de négocier, parce qu'ils considèrent que le dialogue social, c'est un dialogue de sourds. Mais bon, ça, c'était sur les différentes négociations autour de ne serait-ce que la réforme des caisses de retraite. On va revenir sur ces aspects-là. Mais la troisième chose, c'est la révision de la charte de la majorité, qui, elle aussi, a été révisée selon les recommandations du RNI, va être aussi présentée. Concluons ça, c'est tout le processus, et les portefeuilles ministériels, et la présidence de la Chambre, et la révision de la charte et la révision des priorités qui va être présentée au Conseil national. C'est pour ça que le Conseil national va se réunir très prochainement pour que Salah Mezouane rende compte du mandat dont il a joui pendant 6 mois. Pour voir la validation. Hassan Alaoui. Qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment aussi, c'est intéressant parce que Hassan Alaoui, le politologue aussi, qui se dit voilà, est-ce que. Mon rôle c'est d'écouter, oui. Est-ce que cette jeune garde du RNI présente aujourd'hui dans un studio ici même à Lux Radio, vous y voyez du renouveau? Est-ce que effectivement on peut considérer que ce parti, ne serait-ce qu'au travers du discours qu'on entend aujourd'hui et de leurs représentants au sein du gouvernement, je rappelle qu'ils sont 8 et peut-être 9 demain à la présidence du Parlement, c'est un parti qui a apporté du nouveau et qui a apporté un bol d'air à cette sphère politique et surtout à la majorité gouvernementale? On va encore me prendre pour un panégyriste. Je
je voudrais dire que quand même je suis très content parce que je vois des jeunes effectivement qui sont au fait de leur dossier, chacun et chacune à sa manière. Ils sont, je veux dire, sur des charbons ardents, ils défendent leur position, ils sont courtois, pardonnez-moi, et courtois et en même temps ils sont très, je veux dire, très convaincus et déterminés. Et ça me fait plaisir parce que c'est une relève vraiment pour ce pays, pour les partis politiques, pour le RNI et tout, pour nous-mêmes, pour un débat comme celui que nous sommes en train, je veux dire, de tenir vis-à-vis donc des auditeurs de cette louable radio. Et je voudrais dire simplement que pour l'histoire, par exemple, de la répartition du dispatching un petit peu des postes pendant une longue négociation qui était aussi longue que la première. Et c'est curieux, c'est paradoxal que le gouvernement Ben Kiran, à chaque fois qu'il veut s'organiser donc et constituer une coalition, il passe 3 à 4 semaines. Bon, néanmoins, le résultat est là. Au final, on a gagné une équipe cohérente, comme vous le souhaitez. Et en ce qui concerne la répartition des postes, c'est en fait, effectivement, c'est une distribution de rôles, de priorités et de pôles. Et le RNI, il est le gagnant de cette dernière restructuration. C'est-à-dire qu'en fait, il a bouffé pratiquement, excusez-moi l'expression, l'ensemble des ministères clés, mais les affaires étrangères, ce n'est pas anodin. Les affaires étrangères aujourd'hui, ils répondent à un critère dont Sa Majesté d'ailleurs a défini les grandes lignes quand il a reçu les ambassadeurs il y a un an, enfin quand il a envoyé, disons, le message aux ambassadeurs au cours de leur réunion. Il a défini la nouvelle diplomatie du Maroc, qui est une diplomatie économique. Et on ne pouvait pas mieux espérer qu'un certain Salah ad-Din Mzouar, qui est effectivement ancien ministre de l'économie et des finances, qui prend le département des affaires étrangères, doublé un petit peu d'une dame qui est aussi, donc elle a le mérite d'être une dame, d'être polyglotte et d'être, je veux dire, mais simplement, si on reste sur ce premier pôle, pôle des affaires étrangères, immigration, enfin en tout cas pôle extérieur, c'est comme ça qu'on peut. Est-ce que moi simplement, j'ai posé une question, ça fait réagir en disant, il y a eu une situation où d'ailleurs il y a toujours une certaine froideur dans les relations diplomatiques entre Rabat et Paris. Est-ce que Saladin Mezoual, moi je considère qu'on l'a pas vu, il n'a pas été relativement présent là-dessus. Quelle est votre lecture, Alors, Salah Alouil, moi je vais proposer une lecture, effectivement, c'est qu'à un certain moment, ça dépasse Mezoual, tout simplement. Parce que là, vous savez, les relations entre Paris et Rabat, ou disons entre le Maroc et la France, à un certain moment, c'est presque une relation quasi familiale. Et c'est resté dans la tradition. Nous sommes tellement proches, interpénétrés et imbriqués les uns avec les autres, que ça devient une relation, disons, privilégiée au niveau pratiquement du palais et de l'autre palais, l'Élysée. Bon, maintenant il y a la gauche au pouvoir en France, la gauche qui s'est ramassée d'ailleurs cette nuit, donc qui a eu sa raclée, n'est-ce pas? Et ils ont toujours eu une certaine attitude, disons, les dirigeants de la gauche vis-à-vis du Maroc qui a changé au fur et à mesure par rapport. Mais c'est juste un petit peu par rapport au RNI, par rapport à ce pôle-là. Mais Hassan Alaoui, mais c'est intéressant parce que Hassan Alaoui, il a participé l'autre jour à un débat que nous avions ouvert aussi sur le gouvernement Ben Kiran II, le cas Mohamed Louafa. C'est ça. Mohamed Louafa, qu'on entend beaucoup plus que Mohamed Bossi, le ministre de l'économie et des finances. J'allais y venir là. Et que Moula Hafel ministre du commerce, de l'industrie, de l'investissement et de l'économie numérique, ou de Mamoun Bouhoudoud, voilà, ministre en charge des PME et des PME, en tout cas, ministre en charge de transformer quelque part les PME qui sont dans l'informel, dans le secteur formel. Je dis qu'il faut relativiser la crise. Pourquoi Mohamed Louafa s'exprime beaucoup plus sur que les ministres RNistes qui sont, selon vous, en charge du pôle économique? C'est comment dirais-je? Non, mais le silence du RNI, peut-être, plutôt que le silence du RNI, c'est que pour moi, c'est pas au ministre des Affaires étrangères, donc cette affaire, lui, il doit se prêter au jeu, disons, du courrier diplomatique, de la réaction diplomatique et tout. Je crois qu'il l'a fait très discrètement, n'est-ce pas, et efficacement, avec un communiqué. Mais il ne faut pas oublier que quand même, cette affaire de France-Maroc, ça touchait à un homme, disons, de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur. Et donc, ça allait très très loin et on ne pouvait pas réagir parce que un petit groupuscule ou un homme isolé à Paris a levé la mèche et on va un petit peu mettre sur le même niveau
Mais simplement, parce que je veux donner la parole à Yacine. Oui, simplement, juste sur le fait que le pôle économique, ça a été dit et redit par celles et ceux qui sont présents dans le débat d'aujourd'hui, qu'il y a eu dans la négociation entre Salah Mezouar et le chef de gouvernement Abdel Kiran, donc il y avait la volonté du RNI de constituer, de bloquer quelque part un bloc économique. Oui. Donc Mohamed Boussine, ministre de l'économie et des finances, Moula Hafid Alami, ministre en charge du commerce, de l'industrie, de l'économie numérique et de l'investissement, et Mamoun Bouhdoud qui est en charge de la PME-PMI. Ministre du commerce extérieur. En plus, là, je l'avais oublié, alors là, c'est encore plus intéressant. On ne les entend pratiquement pas, alors que, simplement, parallèlement à cela, beaucoup de Marocaines et Marocains sont interrogés, s'interpellent sur le fait que l'augmentation du prix des carburants, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. La compensation, c'est les affaires générales du gouvernement. Non, mais l'augmentation des prix. C'est à l'OFE de communiquer sur ça. Ah, d'accord. Donc, c'est le porte-parole du pôle économique? Non, c'est pas le pôle économique seulement. Quand il s'exprime, si on parle de compensation, et d'indexation, donc c'est le ministre des Affaires générales, peut-être que Simbilou expliquera ça. C'est intéressant parce que moi quand je dis juste une précision, moi je comprends l'amalgame, il vient d'où? Aujourd'hui, la caisse de compensation, elle relève du pôle social, pas du pôle économique. La caisse de compensation a un rôle social et même la genèse de la caisse de compensation depuis une cinquantaine d'années, même avant, parce que c'était durant le protectorat français, et M. Lahlaoui, vous me corrigez si j'ai tort, c'est dans un but purement social afin de subvenir aux besoins des familles et des citoyens nécessiteux. On est d'accord là-dessus. Voilà. Moi, simplement, je rappelle que... ça répond à votre question. Sur l'indexation des prix des carburants, il y a une répercussion, me semble-t-il, pour le département ministériel qui est dirigé par Moula Hafid Alami, ministre en charge du commerce, de l'industrie, de l'investissement et de l'économie numérique. C'est une répercussion directe, certes, sur l'économie, donc le département qui relève de M. Boussaïd. Oui. Ça c'est clair, mais aujourd'hui, selon l'organisation du gouvernement, et avant, et puisque la réforme de la compensation, c'est une affaire qui a commencé depuis une dizaine d'années, et là je tiens, et c'est pas une coïncidence, à préciser, là-dessus, la caisse de compensation, effectivement, je crois que les auditrices et auditeurs avertissent, ça va grosso modo les enjeux de la caisse de compensation, simplement le fait que nous entendons beaucoup plus Mohamed Louafa, ministre en charge des affaires économiques et générales et de la gouvernance, sur les questions, simplement pas, parce que moi je ne suis même pas sûr et convaincu que c'est lié à une réforme, la caisse de compensation, mais en tout cas ce qui est une réalité, c'est l'augmentation des prix des carburants et l'augmentation des prix qui donc subventionnés, l'augmentation des prix de la consommation. Là-dessus, pourquoi les ministres RNistes sont extrêmement silencieux? Ça ne relève pas de notre département. Mais de votre responsabilité politique. Mais l'indexation en tant que mesure a été faite avant l'entrée du RNI au gouvernement. Oui, alors je vous reprends là-dessus quand même. Le RNI était contre d'ailleurs. Opposé, n'est-ce pas, à l'indexation. On a dit, si vous permettez. Allez-y, là, je vais vous parler de ce cas débattu le bureau politique. Non, on dit que l'indexation doit être accompagnée par des mesures d'accompagnement. Mais le ministre... C'est toute la réforme. On a dit que le gouvernement avait tardé à sortir cette réforme dans sa globalité. Donc l'indexation reste une mesure. Oui, mais cela veut dire que vous vous intéressez à ce secteur. Oui, on s'intéresse à ce... Mais là, nous n'avons pas... Là, vous avez parlé tout à l'heure, c'est la Alaoui de Sam Zinit qui était... On disait que Sam Zinit était plus informé que le ministre de l'Intérieur. Tout à fait. Donc c'est une information, c'est Rachid Alami quand il était ministre des Affaires générales. Corrige-moi le titre. Dans le gouvernement, c'est lui qui a commencé la réforme de tout ce qui est indexation, tout ce qui est caisse de compensation. Il a eu en face une résistance incroyable, l'histoire. On peut revenir aux papiers, aux journaux de l'époque. Et aujourd'hui, même avec les événements du 20 février, c'est-à-dire c'était dans le programme du gouvernement, vers la fin, de travailler sur ce secteur. Aujourd'hui, on salue la volonté et le courage de gouvernement Kiran II, qui est en train de procéder à des changements. Non, pas de gouvernement Kiran II, moi j'avais dire de Mohamed Louafa, c'est lui qui dit des choses. C'est lui qui au gouvernement de Kiran. Aujourd'hui, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est un électron. Je suis mal placé pour le juger. Non, mais moi, simplement de me dire, juste une chose, parce que je vais avoir un peu de mal. Simplement, il y a une conjoncture économique sur laquelle on va s'étaler, mais qui est surtout, en tout cas, ou avant tout marquée, Khalid Baddou, par des, on est une augmentation des prix des hydrocarbures, des carburants. Un coup ça monte, un coup ça descend. Ça d'une part, et l'augmentation du prix de la vie, la cherté de la vie, c'est aussi une réalité. Je pense que personne ne peut la nier. Celle-là.
cherté de la vie. Il n'y a pas d'augmentation de prix d'essence. C'est les prix du pétrole qui augmentent au niveau mondial. Oui, mais vous savez, quand je prends mon véhicule, que je vais à la pompe, je me dis pas, est-ce que je vais pas vérifier le cours du Brent. Pourquoi les prix des voitures augmentent? Vous ne manifestez pas contre le gouvernement que les prix des voitures augmentent? Non, le prix des voitures. Oui, mais c'est un problème. Parce que ça augmente au niveau mondial, c'est la même chose. Oui, mais non, mais voilà. Si vous permettez, de manière rationnelle, quand le prix du carburant augmente, savoir que le baril du Brent, c'est la répercussion, c'est la conséquence, on le sait, en tout cas pour ceux qui le savent. Mais en tout cas, ce qui importe, c'est l'impact sur le pouvoir d'achat et sur le porte-monnaie. Khalid Badou, là-dessus, est-ce que la position du RNI par rapport à l'augmentation des prix des carburants, un coup effectivement, un coup ça augmente, un coup ça baisse, et en tout cas, on y voit même plus clair. On ne sait même plus à quoi sert globalement aujourd'hui cette indexation des prix des hydrocarbures. Aujourd'hui, il n'y a pas de position du RNI ou de M. Louafa ou de M. Benkeren. Il y a une décision d'un gouvernement. D'accord ? C'est un gouvernement qui prend une décision et chaque ministre, en fonction de sa tutelle, en fonction des portefeuilles qu'il gère et des dossiers qu'il gère, c'est lui qui sort aux médias pour exprimer cela. Monsieur Benkeren, la première fois quand on a parlé de la caisse de compensation en juin 2012, il était sorti à la télé pendant 1 heure pour expliquer c'est quoi la compensation, etc. Il a pris ses responsabilités en tant que chef du gouvernement. Aujourd'hui, c'est le ministère des Affaires générales et économiques qui gère cette partie-là, donc c'est monsieur Louafa qui s'exprime et toutes les mesures d'accompagnement... Également au nom du RNI. Au nom du gouvernement. Donc aujourd'hui, monsieur Boussaïd, il sort pour parler des enjeux macroéconomiques, des équilibres budgétaires, etc., etc. Donc aujourd'hui, ne rentrons pas dans un débat de personnes pourquoi X et pourquoi pas Y. Aujourd'hui, un débat de parti pour savoir effectivement si le RNI aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les ministres. Est-ce que simplement Mohamed Louafa, ministre des Affaires économiques générales, s'exprime beaucoup, il part un peu dans tous les sens d'ailleurs, mais ça peu importe. Mais de se dire est-ce qu'effectivement le RNI est aligné à tout ce que peut dire Mohamed Louafa. Aujourd'hui, s'il y a des sorties au nom du gouvernement, c'est que le RNI est aligné parce qu'il est dans cette majorité. Il faut pas être contradictoire. Maintenant, au niveau de la stratégie de compensation et des mesures d'accompagnement de cette compensation, effectivement, ils ont démarré il y a 2 gouvernements, dans le gouvernement Jto à l'époque, quand il y avait Salah Dimzouar aux finances et quand il y avait Talbi Alami au niveau des ministères des Affaires générales et de la compensation. Il y avait un package qui a été proposé. Un package qui incluait des mesures d'accompagnement pour augmenter le revenu du citoyen. Vous savez de combien était le déficit de la caisse de compensation à cette époque-là, en 2002-2003, par rapport à 10 ans après, en 2014? Oui, 40. Il a doublé. Et pourquoi il a été creusé? Parce que je me dis que les prévisions qui étaient prévues en 2002-2003 n'étaient plus adaptables aujourd'hui en 2014. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut accompagner avec des mesures d'accompagnement qui vont permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des Marocains et en même temps avoir des augmentations de prix de l'autre côté. Comme ça, le choc, il est réduit. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire... Simplement une chose, parce que d'ailleurs, Hassan Alaoui a mis le doigt là-dessus. Le gouvernement Benkeren 2 a été rendu public le 10 octobre 2013. Voilà, la veille ou l'avant-veille, ou quelques jours avant, il y a eu un communiqué du RNI disant nous on n'est pas favorable pour la mise en place de l'indexation. Des négociations entre le RNI et je me souviens aussi une indexation brutale. En complétant que c'était que l'indexation était une mesure et que la réforme de la compensation et l'indexation étaient loin de la réforme de la compensation. Ça, c'est le discours de l'opposition. Non, on avait demandé, excuse-moi Rachid, on avait demandé la réforme de la compensation dans sa globalité, de présenter une vraie vision de réforme. C'est ce qui va être présenté, une vision de la réforme de la compensation. Mais Younes Abchir, vous prenez l'engagement ici même sur le fait que dans les prochains jours, on aura, dans le cadre du programme gouvernemental, une réforme globale de la caisse de compensation. C'est pas moi qui dis, c'est une fatalité pour le Maroc. Moi, je serais très curieux de savoir quelle est la recette miracle qui va sortir pour pouvoir trouver 50 ou 60 milliards de dirhams. Pour réformer cette caisse. Budgétaire. Non, je parle du déficit de la caisse de compensation. L'an dernier, on était autour de 50 milliards de dirhams. Donc, est-ce qu'on va... Voilà, pour les plus optimistes diront 50, les plus pessimistes ou les plus réalistes. Moi, je voudrais juste poser une décompensation. Ça a commencé par une décompensation du prix du gasoil. 80% de la compensation, c'est quoi? C'est le fuel et le butane. Aujourd'hui, on a commencé par le fuel pour le gasoil et le super, d'accord, et l'essence. Y compris le fuel industriel d'ailleurs. Et le fuel industriel qui est décompensé. Alors aujourd'hui, Moulay Hafid Alami et M. Boussaïd, pourquoi vous les recevez peut-être pas? Vous avez essayé de les recevoir ici, vous n'avez pas réussi. Pour la simple raison qu'ils sont en train ils viennent de prendre le pilotage de le gouvernement il y a quelques mois. Ils sont en train d'étudier leurs projets. Ils sont en train de revoir les priorités. Il y a des priorités du gouvernement qui vont être mises en place. Et à ce moment-là, ils vont certainement venir ici avec parce que là, on ne va pas faire un débat RNI. Laissez-nous poser un Allez, Hassan Alaoui.
Moi, je voudrais savoir par quel miracle ça a toujours été l'histoire de la compensation relève des compétences du ministère de l'économie et des finances. Toujours, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Je ne comprends pas qu'on ait créé à côté, depuis quelques mois, une espèce d'instance ou un ministère, les affaires générales et tout ça, ou comme vous dites, Yassine, comment vous appelez ça, des compétences sociales ou je ne sais quoi. Non. C'est pas vrai. C'est le ministre de l'économie et des finances, il est souverain. D'autant plus que Simzouar avait un plan pour la compensation il y a quelques années. C'est ce qu'il nous avait dit. Inspiré du Brésil, je le sais, puis j'en ai parlé avec lui. Borsa Familia. Hein? Borsa Familia. Borsa Familia. Et donc, c'est à lui, c'est au ministère aujourd'hui, à Sibou Saïd. Pourquoi j'insiste autant sur ce point-là? Parce que le RNI, je le rappelle, a été le parti. C'est le parrain de la réforme de la compensation. Voilà. C'est lui. Et qui a piloté, je veux dire, les politiques publiques à caractère économique ces dernières années, ne serait-ce que ces 7-8 dernières années, puisque Saleh Mezouane a fait 2 mandats, et qui, même, nous avait dit, nous, de toute façon, au niveau du RNI, on est prêt pour gouverner et pour lancer les réformes, puisque déjà, on les a établis. Donc, moi, je me dis, est-ce que là, il faut s'attendre en 2014, Yassine Behlouli, sur le fait que le RNI, que ce soit sur la caisse de compensation, on va aller très vite sur les retraites, il y a des réformes déjà clés en main qui vont être proposées par le RNI. C'est ça. Je dis une chose, c'est là où vous avez complètement raison, mais je rappelle ce qu'a dit Khali, il y a un gouvernement qui gouverne, il y a un gouvernement qui décide, il y a une majorité, il y a une cohabitation, il y a plutôt des négociations qui sont faites en interne aussi. Donc aujourd'hui, si on veut que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'il soit appliqué, toutes les réformes portées par le RNI soient mises en place, écoutez, en 2016-2017, votez RNI, on aura la majorité, voilà, et on appliquera ça avec plaisir. Aujourd'hui. Simplement, pourquoi le RNI est silencieux lorsque l'augmentation du prix du carburant? Pourquoi le RNI est silencieux lorsque les centrales syndicales me disent, voilà, il n'y a pas de dialogue social, on ne nous reçoit pas, et puis nous on menace de façon de lancer des piquets de grève. Ici même, Iloudi Moukhalek s'est étalé là-dessus. Et ces silences radio du RNI, pourquoi lorsqu'on descend vers le bas en matière de compétitivité, le RNI ne s'exprime pas? Pourquoi beaucoup pointent du doigt l'anarchie, je bien dit l'anarchie, je pèse mes mots, au niveau des marchés de gros qui sont de la compétence du RNI, d'un ministre RNiste, on n'entend personne s'exprimer. Lorsqu'il y a des tensions diplomatiques entre Paris et Rabat, le RNI fait le strict minimum. Donc voilà, c'est simplement le rôle et la place du RNI aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire effectivement, vous êtes Rachid Alaoui, vous en demandez trop, on vient tout juste de s'installer, ça vient de débarrer, et donc on prend nos marques. Est-ce que ça peut être ça, ce discours aussi? Non, écoutez, c'est pas seulement ça, c'est pas un argument, c'est pas parce que ça fait que 6 mois qu'on est là, on a une expérience, on a une expertise, et le RNI a toujours montré avec tous les plans sectoriels qu'il a lancés sous l'égide de Sa Majesté le Roi. Je rappelle tout ce qui a été fait par nos ministres lors dans le gouvernement précédent, au niveau du tourisme, au niveau de l'agriculture, etc. Aujourd'hui, on est capable de reproduire tout ça, mais aujourd'hui, peut-être, vous avez raison, on n'est pas trop dans la communication impressionnante. Non, mais c'est pas la communication tout court. Peut-être qu'on sait quoi faire, mais on est dans l'action, on adore travailler, on aime bien travailler. En tout cas, quand l'augmentation du prix du carburant augmente, c'est aussi un choix, une option. Il n'y a pas augmentation, c'est l'indexation. C'est l'indexation. C'est dangereux ce que vous dites. S'il y a une augmentation chaque 15 jours, c'est l'indexation. Vous avez parlé d'auditeurs avertis. Il n'y a pas d'augmentation. Augmentation, c'est aujourd'hui, on est dans un marché libéral. Celui qui a une voiture. Non, mais faites de la pédagogie, expliquez aux citoyens que c'est une indexation. Il faut que les journalistes nous aident, monsieur Alaoui. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un conducteur, quand il va à la pompe et qu'on lui dit le prix de l'essence a augmenté de 2 ou 15 dirhams. Pour lui, il doit sortir la bourse. Alors, comment il va décompenser? C'est l'Alaoui. Le problème aujourd'hui de la caisse de la compensation, il est plus important. Aujourd'hui, on a un problème de l'assiette fiscale qui doit être élargie. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui paye dans ce pays. Aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui paye les impôts. En plus, vous êtes en train de défendre Silouafa alors que vous êtes... Mais non, il s'aligne à la politique de solidarité, ça ne veut pas dire qu'on le défend. Aujourd'hui, c'est un membre du gouvernement. L'histoire de l'assiette fiscale est importante. Oui, l'assiette fiscale, mais ça va demander du temps. On a fait les assises. On fera les assises, on fera le bilan aussi fiscal du RNI. Juste Younes Abchir. Non, le bilan du RNI. Est-ce que je peux vous poser une question? Quel est l'avenir du RNI pour par exemple, les élections municipales et les élections de 2017? Comment vous voyez votre avenir? Ça, c'est une bonne question. Comment vous voyez le Maroc dans 3-4 ans? Hassan Alaoui, vous m'en voulez pas? Non. Je vais simplement leur demander de faire un truc
limite des recommandes sur les retraites là-dessus, juste pour connaître la position un peu du RNI pour ou contre une réforme des retraites écoutez, les caisses de retraite là, ça devient une urgence parce que je crois mais on fait quoi et on fait comment? Dès l'année prochaine, ils vont toucher, je crois, aux réserves stratégiques de ces caisses. Donc leur réforme doit être. Je crois que maintenant, avec le pôle économique et toujours, nous sommes en train de travailler sur ces réformes-là. Certainement, peut-être il y aurait des réformes qui peuvent se faire dans la douleur, mais il faudrait assumer politiquement ces réformes pour ne pas aller vers l'inconnu. Jalila Morsi, député. C'est un sacrifice. Retraite. La réforme de la retraite, c'est un sacrifice, mais c'est pour notre bien-être et notre futur. C'est nécessaire. Travailler plus longtemps et cotiser plus, c'est pour notre bien-être? C'est pour le bien-être des générations futures. C'est mon bien-être, c'est le bien-être des jeunes présents ici et de la jeune société marocaine. Donc c'est un sacrifice qu'on doit tous faire. Aucun scénario n'a été retenu. Cela étant dit, cotiser plus, payer plus, etc. C'est des concessions douloureuses qu'on doit faire. Mais je veux dire une chose. Et on en a marre aujourd'hui que seulement les classes moyennes qui payent dans ce pays. C'est très important aujourd'hui qu'on défende la position de la classe moyenne aussi. Vous savez quoi, on prépare l'émission. Si j'étais syndicaliste, ce que je ne suis pas, je ne suis qu'un modeste animateur, je vais vous dire que, en fait, par rapport à ce que disait Younes Abchir tout à l'heure, c'est que un des soucis majeurs du fait, parce que ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est pourquoi les caisses sont vides en matière de retraite. C'est que quand on sait que l'État a une ardoise de 11, 12 ou 13 milliards de dirhams d'arriérés qu'il n'a pas payé, et quand on sait que le RNI a été aux responsabilités, est-ce qu'on ne peut pas considérer, sans vouloir faire d'effets mécaniques, que le RNI aussi a une responsabilité sur la faillite des caisses de retraite? Nullement. Je ne pense pas que ce détail est important pour l'auditeur. C'est 13 milliards de dirhams. Aujourd'hui, 13 milliards d'arriérés au niveau de la CNSS. Bon, on peut rentrer dans un détail clair. Aujourd'hui, l'argent des caisses de retraite partait où? Après, M. Elaoui est mieux placé pour nous raconter. Voilà. Écoutez, ça nécessitera des heures et des heures. Aujourd'hui, il y a une position courageuse de ce gouvernement qu'il faut soutenir. Après, c'est à M. tout le monde aujourd'hui de penser à cette réforme et voilà, et de prendre les choses entre les mains et aller de l'avant. Voilà. Donc. Allez, Badou. Justement, sur les retraites, très rapidement, si vous permettez. Sur les retraites, oui, effectivement, il y a eu des erreurs dans le passé, il y a eu un cumul, il y a eu des choix qui devaient être faits pendant un certain temps. Maintenant, c'est le temps de la réforme, c'est le temps de prendre des mesures difficiles. Quel genre de décision selon vous? Quand je pense que moi, je devrais travailler jusqu'à l'âge de 62, voire 65 ans, ça me fait pas vraiment plaisir. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail aussi, parce qu'il y a la question aussi quand je pense également que la retraite que je vais percevoir va être la moyenne des 10 dernières années de mon travail, ça aussi, ça ne me fait pas vraiment plaisir. Vous êtes fonctionnaire? Non, je suis pas fonctionnaire, mais c'est ça va être le régime. Ça va être étalé. Ce que j'ai compris, c'est que c'est le système de la CIMR en général. Je n'ai pas de souci, moi j'aime mon métier. En tout cas, pour conclure, moi, aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, il faudra vraiment qu'on se démarque par rapport à tout le débat tout le débat populiste ou toutes les polémiques qui existent sur la scène publique aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir un débat de qualité au niveau des différentes composantes de la majorité pour faire avancer ce pays. Aujourd'hui, cette majorité, elle n'a que 2 ans dans son mandat qui lui reste. Donc le compte à rebours a commencé. Il y a des échéances en 2015 pour les communales, il y a 2016 aussi les législatives. Donc il faut vraiment préparer le terrain. Le RNI dans tout cela, il est en train de se construire. Il est en train de construire les chantiers de la jeunesse, de la femme, d'autres chantiers qui sont aussi lancés. Donc c'est un parti qui est en train de gérer une certaine période très très délicate. Et s'il sort de cette période, disons avec succès, ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que le RNI joue gros là sur de sa participation dans ce gouvernement Men 42, parce que c'est un gouvernement en tout cas qui devrait initier des réformes, des réformes qui auront des effets impopulaires sur les populations, et donc c'est un véritable test, et quelque part ça passe ou ça casse pour le RNI. Aujourd'hui, le RNI apporte son expertise, il travaille dans le cadre d'une coalition. Effectivement, si ça réussit, ça réussira pour tout le monde. Si ça réussit pas, ce sera l'échec pour tout le monde, mais j'espère que ce sera une réussite, parce qu'en fin de compte, c'est une réussite pour notre pays, pour le Maroc. Hassan Elaoui. Moi, je suis en ce qui Est-ce que ce RNI, vous considérez, Hassan Elaoui, que le RNI joue gros, en fait, joue tout, oui, dans sa participation dans ce gouvernement Men 42? Alors, pour ce qui est des retraites, moi, je suis pessimiste parce que il a fallu le constat donc de Juto, la fameuse enquête, et on ne fait que constater en fait. Il n'y a pas de proposition. On ne voit pas à long terme ce qui va se passer. Et pour ce qui est sur le plan politique, il va y avoir dans 1 an, 2, je crois qu'avec les
les mouvements syndicaux, les revendications qui vont être de plus en plus radicalisées, on va aller vraiment vers un affrontement, disons, politique au sein de la coalition, avec l'opposition qui est en train d'affûter ses armes. Et l'échéance, évidemment, c'est 2016, fin 2016. Là, on va voir la position du RN. Elle ne va pas être, à mon avis, elle ne serait pas confortable. Tout simplement. Vous prédisez, Hassan Alaoui, des difficultés pour le RNI dans les prochaines semaines et les prochains mois? Parce que s'il ne se reprend pas au sein de cette coalition, et l'exemple, c'est le fait de céder un petit peu les choses, par exemple, à un ministre délégué aux affaires économiques et générales, et qui lui, bien sûr, il est là, c'est un... Comment dirais-je, c'est un porte-parole. Il ne peut plus ne pas dire qu'il n'est pas, j'allais dire, pégidiste. Et c'est là où le problème, quand on dira ça, donc un certain repositionnement se fera, exprimer clairement. C'est-à-dire, les enjeux seront clairs. Jalila Morsi, pour conclure, puisque Khalid Badou nous a dit que c'était le parti aussi qui donnait la place aux femmes et une place réservée aux femmes. Donc moi, Lux Radio, on est attaché aussi à la mixité, à la parité, à l'équité. Donc avoir votre sentiment simplement après ce que vient de nous dire Hassan Alaoui, qui prédit aussi peut-être des difficultés pour votre parti, le RNI, dans la perspective de lancement de réformes qui auront un coût sur le portefeuille, mais un coût surtout peut-être aussi électoral pour un parti comme le RNI, entre autres. Et que là, ça pourrait créer des tensions entre votre parti et d'autres partis, d'autres composantes de la majorité. Écoutez, moi je suis femme et jeune et je suis dans le RNI pour construire mon pays. Et 2016, je serai là et je vais me présenter pour les élections. Donc pour moi, je suis là et je m'impose. Et lorsque les syndicats décident en tout cas d'appeler à des manifestations, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas eu de dialogue social, que c'est un gouvernement qui ne discute pas, lorsque la Fédération des boulangers, je crois que les Marocains sont assez patriotes pour comprendre que pour faire des réformes, il faut faire des sacrifices aussi. Nous sommes tous... Certains vous diront, mais ils ont peut-être un peu marre de fait que ce soit toujours les mêmes qui se sacrifient. Pas toujours les mêmes. On fait tous des sacrifices. Nous aussi, nous mangeons du pain, nous avons des voitures. Si on est marocain, on doit sacrifier. Si on doit sacrifier, c'est pour le bien-être des générations futures et pour notre bien-être. Oui, vous avez un mot pour conclure? Moi, je pense que les Marocains sont assez intelligents pour comprendre l'importance d'un tel sacrifice. Aujourd'hui, si on explique bien les choses, si on est clair, si on est transparent, les Marocains dans le passé ont montré et montreront qu'ils sont capables de sacrifier pour l'avenir et pour les autres générations à venir et pour ce pays qu'on aime tous. Voilà. Mais dépassionnons les discussions, c'est important. Il faut dépassionner le débat public. Il y a un sérieux problème et moi j'invite les journalistes aujourd'hui et je remercie votre station qui fait un travail extraordinaire parce que rares sont les occasions qu'on a aujourd'hui pour faire passer ce message clair, j'espère, aux citoyens, aux auditeurs avertis, débutants ou curieux de découvrir ce qui est aujourd'hui les partis politiques au Maroc. C'est important. Partis politiques et surtout les enjeux économiques et en mettant en relief aussi, faisant en sorte en tout cas de mettre modestement le débat à l'endroit, Inès Sabchir. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Merci en tout cas, attendez le RN en 2016, c'est sûr. Je vous dis, nous comptons sur l'intelligence des Marocains. En tout cas, nous, Lux Radio, je vous fais cette promesse que nous, on n'attendra pas 2016, parce qu'on vous suit à la trace. Croyez-nous, aussi les autres formations politiques qui sont dans la majorité ou dans l'opposition. Nous sommes optimistes et je crois que nous réussissons parce que je crois que nous sommes en train de gérer dans cette coalition vraiment une période très critique pour le pays et sur le plan politique, économique, toutes ces transformations régionales et internationales que nous devons suivre. Et donc je crois que c'est un deal à réussir et que nous devons tous réussir en tant que Marocains, pas seulement en tant que RNI. Et suivre ne veut pas dire nous y arriverons. Suivre ne veut pas dire subir surtout. Merci en tout cas infiniment à vous tous d'avoir participé au débat qui avait pour thème aujourd'hui comment le RNI parle du RNI, après, avec un point d'interrogation. Donc on avait commencé avec le PAM, là c'est le RNI. Parole sera donnée à une autre formation politique, sur Thomas Listirlel ou un autre parti en tout cas de l'opposition, mouvement populaire, qui est dans la majorité, qui est un allié du RNI. Donc il faudrait bien faire cette alternative. Le cycle opposition, majorité. Donc c'est pour ça que notre formation politique, on l'aura lancé. Par contre, je compte aussi beaucoup sur vous. Moulay Hafel Alami, ministre en charge du commerce, de l'industrie, de l'investissement et de l'économie numérique. On passera le message. C'est quand il veut pour un grand oral. Mohamed Boussaïd, ministre en charge de l'économie et des finances, c'est quand il veut, puisque on a le PPS par exemple, demain, c'est Haflem Salihri sera là. Donc voilà, vu que vous avez 8 ministres en plus,
Donc on compte beaucoup sur vous aussi. Il y a des grands oraux, il y a un format clé en main pour que tout responsable politique ou tout décideur économique vienne s'exprimer simplement pour donner son point de vue et donner des éclairages et avoir aussi et permettre aux auditrices et aux auditeurs, c'est-à-dire aux Marocaines et aux Marocains, de se faire une idée beaucoup plus précise à la fois de la personnalité, des options politiques et de la réalité économique et sociale telle qu'elle est. Donc merci à Jalila Morsli, député au RNI, donc le parti du Rassemblement National des Indépendants qu'on n'avait pas vu depuis, m'a-t-elle dit, 3 ans. Voilà, donc ça nous a fait plaisir de vous revoir, Jalila Morsli. Merci également à Younes Abchir, membre du bureau politique, on l'a pas vu depuis quelques mois. Oui, quelques mois. C'était juste à la composition du gouvernement. Oui, juste avant. Voilà. Juste avant. Les motivations du RNI. C'était pour savoir un petit peu quelles étaient les motivations et l'agenda caché éventuel du RNI, mais bon, c'était pour histoire de lever le voile, sans vouloir faire de jeu de mots sur les intentions du RNI à cette époque-là. Merci également à Yassine El Bahlouli, membre au Conseil national, que je reçois en tout cas moi pour la première fois. Je sais que vous avez déjà été invité. Il y a l'association Jeunesse et Avenir. Voilà, ben le mot est dit. Merci également à Khaled Baddou, pareil qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, qui répond toujours favorablement à nos invitations. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'ADI, l'Alliance des Indépendants, et un grand merci. Personne m'en voudra si je dis un grand merci à Hassan Alaoui, journaliste au titre de presse Finance News et politologue et surtout un homme averti de tout ce qui peut se passer en dessous ou en dessus, en tout cas, de la sphère politique et médiatique. Avec ou sans Paris revient dès demain à partir de 14h avec son format spécial grand oral. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est Abslem Sadeghi, ministre en charge de l'emploi et des affaires sociales, qui sera notre invité à partir de 14h. Excellent après-midi à tous sur le Kiss Radio et à demain.